Vous avez été le premier à calculer et à simuler à quoi devait ressembler l'observation d'un trou noir et du disque d'accrétion autour 40 ans avant qu'on soit capable de l'imager. L'étoile la plus proche du Soleil, qui s'appelle Proxima du Centaure, elle est à un peu plus de 4 années-lumière. Donc même en voyageant à la vitesse de la lumière, il faudrait 4 ans pour y aller. On est condamné à ne pas pouvoir y aller. C'est ce que j'allais dire. Il y a aussi des théories sur les multivers. Je ne sais pas à quel point ces choses sont Alors, sérieuses. oui, alors le premier multivers qui a été imaginé scientifiquement est issu juste de la physique quantique. Le plus gros trou noir connu dans l'univers, il est au centre d'une galaxie très lointaine. Il est censé peser environ 65 milliards de fois la masse du Soleil. Salut à tous et bienvenue dans Les Découvreurs. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans l'univers, un voyage dans un trou noir. On va parler du film Interstellar, mais pas n'importe comment. On va en parler avec Jean-Pierre Luminet, qui est astrophysicien, qui est une sommité dans l'étude notamment des trous noirs, et qui a écrit un livre, son dernier livre, sur justement le film Interstellar et à quel point il est scientifiquement correct ou pas. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Vous allez voir qu'on va apprendre énormément de choses sur l'espace, sur l'univers, sur les trous noirs, sur le voyage dans l'espace et dans le temps. Bref, c'est un épisode très dense, mais j'espère qu'il va vous plaire, car il me plaît déjà énormément. Et juste avant de commencer, merci de nous soutenir toujours plus nombreux sur les différentes plateformes. Vous savez qu'on sort un épisode tous les dimanches à 18h. C'est parti pour Les Découvreurs avec Jean-Pierre Luminet. Jean-Pierre Luminet, bienvenue dans Les Découvreurs. Bonjour. Alors je suis très content de vous accueillir. Vous êtes astrophysicien. Vous êtes un spécialiste de réputation internationale sur les trous noirs notamment, et pas que. Vous avez obtenu votre doctorat en 1977. Vous avez été chercheur au CNRS notamment, vous êtes maintenant au laboratoire d'astrophysique de Marseille, et vous avez été un des premiers à étudier plusieurs choses, dont le concept de TDE. Alors je vous interrogerai un petit peu plus tard dessus, c'est-à-dire la destruction des étoiles qui passent à proximité des trous noirs par effet de marée. Vous avez également été le premier à calculer et à simuler à quoi devait ressembler l'observation d'un trou noir et du disque d'accrétion autour 40 ans avant qu'on soit capable de l'imager, par le calcul mathématique. Tout à fait. Et vous l'avez même dessiné, vous nous raconterez bien sûr l'histoire, 40 ans avant, et ça a été confirmé 40 ans plus tard par l'observation. Vous vous intéressez également à la topologie de l'univers, c'est-à-dire sa forme, est-ce qu'il est fini, pas fini, etc. J'espère qu'on aura le temps, très vieille question, et j'espère qu'on aura le temps de tout aborder, parce que j'ai énormément de questions pour vous. C'est un de mes sujets favoris. Vous avez un astéroïde à votre nom. Oui. 5523 Luminet. Et ça, c'est une belle réussite, en hommage à vos travaux. Et vous intéressez à l'art, à la littérature, à la musique, à la poésie, parce que finalement, il y a de la science et de la cosmologie là-dedans, et il y a quelque chose qui m'a interpellé. Vous avez pris le tableau la Nuit étoilée de Van Gogh, que tout le monde connaît, je le mets à l'image pour les gens, et grâce au calcul, vous avez réussi à déterminer finalement la correspondance entre la position des astres dans le tableau et la réalité, pour déterminer finalement... En fait, sur une demi-douzaine de tableaux, sur les 4 ou 5 nuits étoilées que Van Gogh a peintes en Provence. Et donc, grâce à... Vous avez déterminé le... Enfin, c'est une étude à la fois astronomique, en ce sens qu'on peut utiliser des logiciels de reconstitution astronomique pour essayer de voir si le ciel représenté par Van Gogh présentait un certain réalisme ou pas dans la position des étoiles, certainement pas dans les éclats qui sont exacerbés, évidemment, pour les besoins de la visualisation. Et la réponse était oui, d'une part, puis après, toute une analyse picturale, épistolaire. Donc l'emplacement des étoiles est correct dans le tableau. Oui. Et vous avez écrit, et ça va être le gros morceau d'aujourd'hui, votre dernier livre, vous avez écrit beaucoup de livres, mais un de vos derniers, Voyager dans un trou noir avec Interstellar, où vous partez de ce film que tout le monde adore, et il y aura beaucoup de spoiler alert, donc si vous ne l'avez pas vu, mettez en pause et allez le voir, parce qu'on va vraiment reprendre l'histoire du film, et c'est ce que vous faites dans votre livre. Vous prenez l'histoire du film, et vous nous expliquez, par la science, ce qui est juste et faux dans ce film, et parfois quand c'est faux, qu'est-ce qu'on pourrait quand même en tirer comme enseignement et sur la théorie et toutes les théories autour de tout ça. Alors je vous propose qu'on s'engouffre là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Au début d'Interstellar, on est dans le futur, sur une Terre qui est dévastée par la famine, etc. Et la Terre, on va la faire courte, le scénario, la Terre n'est plus habitable et l'humanité doit partir. Oui, c'est peut-être pas d'ailleurs un très lointain futur, même si je ne fais pas partie des collapsologues. On espère que ça sera relativement lointain. Mais bref, on envoie quelqu'un, finalement un ancien de la NASA qui est devenu fermier dans le Midwest américain. On va l'envoyer dans l'espace. Et on va jouer au jeu un petit peu des images. J'ai pas mal d'images à vous montrer pour justement vous faire rebondir. Et la première que je vais vous montrer, c'est ça.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisque c'est vraiment ce qui se passe au début du film, il part dans l'espace et il doit partir tellement loin que le vaisseau n'est pas capable de l'emmener, il va passer par ce qu'on appelle un trou de verre. Exactement. Alors l'image que vous avez montrée, c'est une représentation graphique extrêmement simplifiée, puisque évidemment c'est réduit à 2 dimensions, parce que les trous de verre, effectivement, se déroulent dans des espaces-temps quadridimensionnels au minimum. Alors les trous de verre sont une hypothèse théorique, issue de la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, qui offrirait en fait des sortes de distorsions extrêmes, des distorsions gravitationnelles, distorsions extrêmes de l'espace-temps, et qui ressemble effectivement au schéma que vous avez montré. Vous avez un feuillet supérieur qui pourrait représenter l'entrée dans un trou noir, vous avez un feuillet inférieur qui pourrait éventuellement représenter la sortie, dans ce qu'on appelle parfois un trou blanc, ou mieux une fontaine blanche, et entre les deux, il y a ce qui a, avant d'être appelé trou de verre, alors V-E-R, parce que souvent... Oui, pas du verre. Oui, on a une orthographe un petit peu bizarre. Trou de verre, wormhole, la dénomination a été donnée par un physicien américain extrêmement imaginatif qui s'appelle John Wheeler, qui lui-même d'ailleurs également a proposé le mot de black hole, de trou noir, pour figurer. Alors pourquoi un trou de verre? Ça paraît bizarre. Il prenait l'image d'une pomme, qui, vous le savez, c'est le symbole de la gravitation, au moins depuis Newton. Ouais. Et il a dit, ben voilà, vous avez un petit verre sur la pomme et il veut aller de l'autre côté. Alors soit il fait le tour de la pomme, soit il creuse un tunnel pour aller plus directement. Donc il trouvait un raccourci. Voilà. Alors, ces structures-là sont prédites par, je dis, des modèles de la relativité générale. Et si elles existaient, et si elles étaient traversables, elles offriraient des raccourcis pour voyager dans l'espace et le temps. L'hypothèse donc théorique, les équations ont été publiées à la fin des années 1960. Assez rapidement d'ailleurs, la science-fiction s'en est emparée. Le premier exemple d'utilisation sans les nommer, c'est le grand chef-d'œuvre de la science-fiction avant Interstellar, c'est 2001 Odyssée de l'espace. Voilà. Où le scénariste, le grand écrivain de science-fiction Arthur C. Clarke, était très au courant des développements scientifiques de son temps, et il a écrit le scénario du film juste après avoir lu le premier article de semi-vulgarisation publié dans la revue Scientific American, qui faisait l'hypothèse justement de ces raccourcis d'espace-temps, et il l'a utilisé. Voilà. Alors évidemment, c'est pain béni pour les écrivains de science-fiction, c'est aussi pain béni pour les physiciens, on y reviendra, mais au départ aussi pour les écrivains de science-fiction, parce que quand on parle de raccourcis pour voyager dans l'espace-temps, ça offre enfin un moyen plausible, en tout cas théoriquement possible, pour enfin sortir de notre environnement immédiat, sortir du système solaire et commencer à explorer les étoiles, et ne parlons pas évidemment des étoiles plus lointaines, la galaxie, et ne parlons pas même des galaxies plus lointaines. Parce que sinon, on est condamné, je vous fais une parenthèse, oui, bien sûr. On est condamné à ne pas pouvoir y aller. C'est ce que j'allais dire, donc on est condamné pourquoi? Tout simplement parce que il y a une vitesse limite, qui est la vitesse de la lumière dans le vide. Alors à notre échelle c'est beaucoup, mais à l'échelle du voyage interstellaire, c'est très faible, parce que tout simplement les distances sont gigantesques. Rien que l'étoile la plus proche du Soleil, qui s'appelle Proxima du Centaure, elle est à un peu plus de 4 années-lumière. Donc même en voyageant à la vitesse de la lumière, il faut des 4 ans pour y aller. Et on est évidemment extraordinairement loin, évidemment, d'avoir les moyens techniques, d'avoir des vitesses même s'approchant de la vitesse de la lumière. Ne parlons pas, la taille de la galaxie, c'est 100 000 années-lumière. La galaxie la plus proche, Andromède, elle est à 2 millions d'années-lumière. Donc on voit ces échelles de temps, ces distances impliquent donc des échelles de temps de voyage qui sont totalement incompatibles avec les durées de vie humaines. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas quelque chose, des lois de la physique un peu étranges, comme par exemple l'hypothèse des trous de verre, qui nous permettent de s'affranchir, non pas de la vitesse de la lumière, mais de s'affranchir finalement de ces distances en utilisant des distorsions,
qui raccourcissent effectivement d'un point A à un point B un trajet, eh bien on ne sortira jamais de notre système solaire. Donc c'est un petit peu déprimant c'est un peu le seul moyen. Confinement cosmologique, alors qu'on a au télescope on a un univers gigantesque avec des milliers de milliards de galaxies, etc. Et c'est un peu frustrant de se dire que finalement, physiquement, on ne va pas pouvoir y aller, on ne peut que l'observer passivement. Donc voilà. Donc l'hypothèse des trous de verre, elle a été donc étudiée par des grands théoriciens comme Roger Penrose, John Wheeler, Misner et quelques autres. Et donc ça faisait partie des propriétés étranges de la relativité générale. Alors je rappelle que la relativité générale, c'est la théorie gravitationnelle qu'Einstein a proposée en 1915, qui a remplacé l'ancienne théorie de Newton, la théorie qui suppose que la gravitation, c'est une force qui agit instantanément à distance sur les objets, qui est une force d'attraction. C'est une théorie qui marche très très bien. On l'utilise encore aujourd'hui beaucoup pour voyager, par exemple, dans le système solaire, quand on calcule des trajets de mécanique céleste pour mettre en orbite telle ou telle sonde autour d'une planète lointaine, autour d'une comète. On continue à utiliser les équations de Newton, tout simplement pour dire que c'est une théorie qui est une très bonne approximation de la réalité. Mais à la fin du 19e siècle, il y avait un petit problème conceptuel avec la théorie de Newton. Pas un problème expérimental, ça marchait très bien. Le problème conceptuel, c'était que la force de gravitation est censée être instantanée. Or, c'est l'époque justement où, avec la théorie électromagnétique de Maxwell, on découvre qu'il y a une vitesse maximum, quel que soit le type d'interaction, qu'elle soit gravitationnelle ou autre, qui est la vitesse de la lumière dans le vide. Donc, il y a un problème avec cette force. Et donc, il faut remplacer cette force instantanée par autre chose. Et c'est là où, après des années et des années d'efforts, Einstein propose une théorie révolutionnaire qui s'appelle la relativité générale, où l'on remplace, où la gravitation n'est plus considérée comme une force d'attraction, c'est considéré comme ce qu'on va appeler la courbure de l'espace-temps. Alors, ça aussi, c'est évidemment pas très intuitif. Qu'est-ce que ça veut dire, la courbure? D'abord, espace-temps. Ça veut dire déjà que l'espace, il est lié au temps, premièrement. Puis, comment ça peut être courbé? Voilà. Donc, alors, il y a des visions, visualisations un petit peu traditionnelles pour les besoins de la vulgarisation qui souvent montrent, en fait, l'espace-temps réduit à 2 dimensions pour qu'on perçoive les choses. D'ailleurs, le schéma du trou de verre, c'est aussi à 2 dimensions. Et un tissu élastique. Voilà. Et dans ce tissu élastique, on met des corps pesants, des billes de différentes masses, de différentes concentrations, et on voit des creux qui se forment, le tissu se déforme. Voilà. Donc, de façon métaphorique, c'est un petit peu ça. La masse que l'on met génère une déformation de l'espace-temps, c'est une courbure, et la courbure va être l'expression du champ de gravitation. Donc on n'a plus besoin d'une force d'attraction, on a besoin d'une courbure. Donc si on jette par exemple un petit grain de poussière, un grain de sable, c'est l'équivalent d'une planète autour du corps plus massif qui serait une étoile, il est plus soumis à une force, dans la relativité générale, il n'est pas soumis à une force d'attraction, il épouse simplement. Oui, il glisse. Sur le tissu il épouse la pente de l'espace et du temps autour de ce creux, qui est en fait de ce creux gravitationnel, donc libre de toute force, mais évidemment il va avoir des trajectoires particulières, et notamment il ne va pas aller en ligne droite, ou alors plutôt il va aller en l'équivalent des lignes droites dans des espaces courbés qu'on appelle des géodésiques, de la même façon que sur Terre. Hein. Si vous allez à ligne droite à la surface de la Terre, qui est une surface sphérique, vous faites un grand cercle. Voilà. Donc c'est l'équivalent de la ligne droite, c'est aussi une géodésique. Donc c'est comme ça la relativité générale. Alors la relativité générale, donc, se montre beaucoup plus efficace également que la théorie de Newton, puisqu'elle prédit des phénomènes que la théorie de Newton n'explique pas. Par exemple, les ondes gravitationnelles. Et puis les trous noirs dont on va parler, et notamment donc les trous de verre. Alors ça n'a pas été si facile que ça, parce que pendant des décennies, la relativité générale, qui était une théorie quand même techniquement beaucoup plus difficile à comprendre, pendant les premières décennies, il y avait peu de chercheurs qui maîtrisaient vraiment les équations de la relativité générale. Et puis elle était très difficile quand même à tester expérimentalement, parce que les écarts par rapport à la théorie de Newton sont très faibles dans le système solaire. Ces écarts sont extrêmement faibles. Voilà. Et il faut
étudier des phénomènes un peu plus exotiques. Alors, notamment, on va y arriver avec les trous noirs ou le Big Bang, pour que là, on ait absolument besoin de la relativité générale pour décrire vraiment les phénomènes gravitationnels. Alors, sans être trop long, les équations d'Einstein nous disent que l'intensité du champ de gravitation, c'est l'expression en fait d'une courbure plus ou moins forte de l'espace et du temps. Voilà. Et donc au plus on a un objet qui est concentré, pas forcément massif ou pas forcément dense, c'est une question de compacité qui mélange un petit peu les deux. Mais plus cet objet est concentré, et ça on le sent intuitivement avec l'histoire du tissu élastique, hein, au plus vous mettez des billes concentrées, au plus la déformation est importante. Les équations d'Einstein traduisent mathématiquement, de façon un peu complexe, cette corrélation entre le degré de courbure de l'espace-temps et la concentration des corps qui engendrent cette courbure, donc qui engendrent la gravitation. Voilà. Alors, donc à l'échelle, par exemple, du système solaire, le Soleil provoque une déformation très, très faible, de l'ordre du millionième à peine par rapport à l'approximation newtonienne. C'est pour ça que Newton continue à très bien marcher dans le système solaire, mis à part effectivement quelques corrections dont on a besoin, notamment d'ailleurs dans le système de positionnement global. Le GPS utilise des petites corrections relativistes pour permettre d'arriver au bon moment, au bon endroit et à la bonne heure. Ça, on en parlera un petit peu plus tard avec les effets de marée et la gravitation à proximité du trou noir. Voilà. Mais donc, au plus le corps est compact, au plus la déformation va être grande. Et finalement, le trou noir, ça va être le cas le plus poussé où on a finalement un puits de gravitation. La déformation va être telle que ça crée une zone de non-retour. Une zone de non-retour, ça va définir donc une frontière de l'espace-temps que l'on appelle un horizon des événements, pour bien dire que les événements qui vont se dérouler après dans ce puits de gravité, vus de l'extérieur, par un observateur extérieur, vont être cachés derrière donc un horizon qui est la surface de ce qu'on va appeler donc un trou noir. Surface immatérielle, zone simplement de non-retour, qui capture les objets qui rentrent et même la lumière. Donc ça, c'est la définition du trou noir, un piège gravitationnel dont on ne peut pas ressortir, en tout cas par le même chemin. Mais justement, les modélisations sur la forme possible de l'espace engendré par la formation d'un trou noir suggèrent que dans certaines configurations, il y a ces trous de verre. C'est-à-dire que le fond d'un trou noir n'est pas forcément bouché, parce qu'on appelle une singularité gravitationnelle, une sorte de nœud de l'espace-temps, où tout s'écrase, où tout devient infini. Et ça, les physiciens n'aiment pas beaucoup ce genre de choses. Dès qu'il y a des infinis, on ne peut plus rien calculer, ce genre de choses. Voilà. Et donc, ces singularités sont remplacées par ces passages possibles, qui peuvent être éventuellement donc traversés, et qu'on appelle donc les trous de verre. Mais donc, pour en revenir à la première image, là que vous avez montrée, avant d'être appelés trous de verre, ces structures ont été étudiées par Einstein et un de ses collaborateurs, qui s'appelle Rosen, et ils avaient appelé ça un pont d'Einstein-Rosen, mais pas du tout dans le contexte des trous noirs, parce que figurez-vous que les trous noirs, et d'ailleurs, même chose avec le Big Bang, c'est un autre sujet. Einstein n'y croyait pas. Alors, c'est le père de la théorie qui permet de comprendre ces choses extraordinaires et complètement nouvelles qui n'existent pas dans la théorie de Newton. Einstein avait des résistances, de même qu'il avait eu également des résistances avec le développement de la physique quantique, à laquelle, évidemment, il avait aussi contribué. Donc, il avait cette résistance. Et donc, quand il a imaginé ces structures avec son collaborateur Rosen, on appelait ça des ponts d'Einstein-Rosen, il s'intéressait en fait à la structure de l'électron, pas du tout. Et donc ça a été repris, l'idée a été reprise quelques années plus tard par des physiciens américains, donc John Wheeler et puis quelques collaborateurs comme Missner, en se disant que peut-être c'est effectivement ce sont des choses liées à la gravitation et non pas simplement à la structure de l'électron. Ça a été abandonné, l'histoire de l'électron, mais à la nature de la gravitation. Et emprunter ces trous de verre offrirait effectivement enfin un moyen d'échapper à notre système solaire et de voyager sur des temps de vie humains sans dépasser la vitesse de la lumière, parce que ça reste localement une loi absolue, de trouver ces raccourcis de l'espace-temps. Et c'est ce qu'ils font dans le film. Mais est-ce que on a déjà observé ces trous de verre
Parce qu'on a observé des trous noirs, et on les a calculés, vous les avez calculés. Mais est-ce qu'on a déjà observé des trous de verre? On a fait que les calculer pour l'instant. Alors, de toute façon, les trous de verre eux-mêmes, quand ils sont cachés au fond de trous noirs, parce qu'on va voir qu'il peut y avoir d'autres trous de verre qui ne sont pas liés au trou noir. Mais ça c'était des développements ultérieurs. Les premiers trous de verre étaient liés à des trous noirs. Donc de toute façon, puisqu'ils sont cachés derrière l'horizon des événements, on ne peut pas les voir. Mais on peut se dire, si on voyait des trous blancs ou des fontaines blanches, ça voudrait dire qu'il y a eu effectivement un trou de verre qui a permis... On verra la sortie. Oui, oui. Ils ont été cherchés dans des observations astronomiques dès les années 70 et comme ça. Bon, rien de convaincant n'a été trouvé. Alors, c'est pas parce qu'on ne les voit pas que ça n'existe pas. Hein. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, comme on a coutume de le dire. Maintenant, il y a des arguments plus sérieux pour remettre en question l'hypothèse de ce que, dans le livre, je rappelle être les trous de verre qu'on va appeler naturels. Les trous de verre naturels, ce serait qui se seraient formés par des processus naturels, des processus astrophysiques naturels, lors de ce qu'on appelle l'effondrement gravitationnel. L'effondrement gravitationnel, c'est le phénomène qui est censé produire les trous noirs. Par exemple, à l'échelle stellaire, le cœur d'une étoile massive en fin de vie n'émet plus de réaction thermonucléaire pour supporter sa propre gravité, et le cœur s'effondre. Et lorsque le cœur de l'étoile dépasse une certaine masse critique, qui est de l'ordre de 3 fois la masse du Soleil, il s'effondre, et au lieu de s'arrêter à un stade de concentration très avancé pour former des étoiles compactes que l'on connaît, qui s'appellent des naines blanches ou des étoiles à neutrons, l'effondrement ne peut pas être arrêté par une résistance ultime de la matière, et il se poursuit pour former un piège gravitationnel, un trou noir, de nature donc stellaire, c'est-à-dire avec des masses de l'ordre de quelques fois les masses des étoiles, 10, 50 fois la masse des étoiles, donc des tailles assez petites. La taille de ce qu'on va appeler l'horizon des événements ne fait que quelques dizaines de kilomètres à peine, donc c'est un objet effectivement extrêmement concentré. Ça, ce sont les trous noirs stellaires. Donc ils se produisent par l'effondrement gravitationnel. Alors après, il y a, a priori, la relativité générale permet l'existence de trous noirs de toute taille et de toute masse. Et l'astrophysique suggère qu'il y a au centre des galaxies des trous noirs supermassifs, dont les masses ne sont plus du tout des masses stellaires, mais dépassent le million de fois, et voire dans plusieurs cas des centaines de millions, voire des milliards de fois la masse du Soleil, avec des tailles correspondantes qui sont d'ailleurs proportionnelles à la masse. Et donc aujourd'hui, par exemple, le plus gros trou noir connu dans l'univers, dont on soupçonne indirectement, il est au centre d'une galaxie très lointaine, ce qu'on appelle un quasar. Il est censé peser environ 65 milliards de fois la masse du Soleil. Donc sa taille correspondante, elle est gigantesque, le système solaire rentrerait tout entier dans ce trou noir. Voilà. Bon. Alors, donc ça, la question qui se pose, est-ce que ces trous noirs géants, ce serait des bouches d'entrée de trous noirs, les fameuses portes des étoiles Stargate, comme on le voit aussi dans d'autres séries de science-fiction. Alors a priori, on aimerait le croire et y penser. Le problème, c'est que les calculs de relativité générale suggèrent que ces trous noirs, ces trous de verre naturels, donc liés, je répète, à la formation de trous noirs, seraient fondamentalement instables. Tout simplement parce que n'importe quel objet qui rentrerait dans un trou noir acquérait une vitesse proche de la vitesse de la lumière, donc une masse-énergie. Cette masse-énergie engendre la gravitation. La gravitation engendrée perturbe la situation idéalisée du trou de verre et le bouche, le déstabilise. Donc le seul fait de pénétrer dans un trou de verre naturel le déstabiliserait et le ferait se boucher. Donc c'est un petit peu frustrant. Alors dans le scénario du film, il y a un trou de verre que va utiliser l'astronaute Cooper et son équipage pour aller effectivement en quête de planètes potentiellement habitables, pas dans notre galaxie pour les besoins du scénario, il faut aller dans des galaxies très lointaines. Et donc ils empruntent un trou de verre qui est au niveau de l'orbite de Saturne.
il est clair. D'abord, ça, c'est aussi un petit clin d'œil à 2001 Odyssée de l'espace. Et alors, donc, ça veut dire quoi? Que ce trou de verre, il ne peut pas être naturel. C'est-à-dire que quelqu'un l'a mis là. Oui, il n'y a pas de trou noir astrophysique qui peut se former aussi près dans notre système solaire. Et puis même s'il était là, il aurait complètement perturbé le système solaire. C'est ce qu'ils disent dans Donc le c'est un scénario. trou de verre artificiel. Artificiel. Alors ça veut dire quoi artificiel? Ben, ça veut dire qu'on peut le construire. Alors est-ce que c'est purement de la science-fiction? En grande partie, oui. Mais malgré tout, les physiciens théoriciens des années 70, notamment Kip Thorne, on aura l'occasion d'en reparler, puisque ça a été le conseiller scientifique du film Interstellar, avec lequel j'ai beaucoup échangé sur certains aspects du film. Lui aussi s'est beaucoup intéressé, d'ailleurs également pour les besoins de la science-fiction, puisqu'il avait été conseiller scientifique du film Contact, qui avait été adapté d'un roman de Carl Sagan, où il y avait déjà l'utilisation de raccourcis spatio-temporels pour échanger avec des civilisations extraterrestres. Et quand effectivement les calculs de relativité montraient que ces structures naturelles étaient fondamentalement instables, c'était un petit peu frustrant, et donc il s'est mis à retravailler dessus avec quelques collaborateurs et des étudiants, et il s'est dit, mais finalement... on pourrait d'abord stabiliser un trou de verre en injectant des formes d'énergie un petit peu bizarres, qu'on appelle des formes d'énergie négatives, qui exerceraient en fait une pression qui empêcherait les parois du trou de verre de s'effondrer. Alors bon, ce type d'énergie négative, on ne la connaît pas dans notre environnement immédiat, mais il y a des formes d'énergie analogues qui sont prédites par certaines théories liées à la physique quantique. Donc on peut effectivement imaginer l'existence de ce type de théorie. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il faudrait des quantités d'énergie absolument phénoménales pour stabiliser un trou de verre naturel, qui soit stellaire, et ne parlons pas s'il est massif. Voilà. Et donc l'idée, c'est de partir d'un trou de verre construit, initialement petit. Alors on arrive là, au trou de verre artificiel. On construit à l'échelle locale un petit trou de verre, petite distorsion de l'espace-temps. On l'empêche, on lui permet de subsister en injectant ces formes d'énergie, et on le fait grossir, voilà, jusqu'à ce qu'on puisse éventuellement l'emprunter. Donc c'est l'hypothèse qui a été adoptée dans le scénario au début du film pour pouvoir quitter le système solaire. Alors chose qu'on ne sait absolument pas faire encore aujourd'hui. On a le temps, on en est très très loin. Alors si j'avance un petit peu dans le film, donc ils empruntent ce fameux trou de verre, et ils arrivent à destination, proche de... ce monsieur. Gargantua, qui est donc un trou noir supermassif au centre d'une galaxie, avec autour une planète, on va en parler. Alors déjà, juste sur Gargantua, on le voit dans le film, et je sais que vous avez échangé pas mal pour avoir lu votre livre avec Kip Thorne, donc, qui a été le conseiller scientifique du film, qui n'est pas non plus n'importe qui, puisqu'il a eu le prix Nobel juste après pour les ondes gravitationnelles. Oui, 3 ans plus tard, en 2017, parce qu'il avait fait aussi un travail important sur les ondes gravitationnelles. Et il y a une anecdote assez sympa, où, étant donné que vous avez été celui qui a théorisé à quoi devait ressembler un trou noir avant qu'on le voit, et que lui a été celui qui a conseillé le film et les équations à mettre dans l'ordinateur qui a généré le trou noir qu'on voit dans le film, il y a eu un petit problème entre les deux, si vous pouvez raconter cette histoire. Alors tout d'abord, le fait que lorsqu'ils empruntent le trou de verre artificiel et qu'ils débouchent dans une galaxie très lointaine, il fallait que ce soit une galaxie très lointaine, parce que pour le besoin de scénario, il fallait qu'il y ait un trou noir géant dans lequel après ils vont chercher des données. Donc les trous noirs supermassifs de type de 100 millions de fois la masse du Soleil, ils ne peuvent exister que dans des galaxies extrêmement lointaines. Voilà. Alors le trou noir, donc les trous noirs en général, ils ne sont pas complètement isolés. Il peut y en avoir des trous noirs complètement isolés dans l'espace, c'est-à-dire sans aucune forme de matière autour, mais très souvent les trous noirs sont dans des environnements astrophysiques normaux. Les environnements astrophysiques normaux, c'est soit du gaz, et donc les trous noirs s'entourent d'une vaste structure qu'on appelle des disques d'accrétion. Ce sont des disques de gaz chaud qui sont en orbite et en rotation autour du trou noir, ou des trous noirs géants sont entourés par exemple d'amas d'étoiles qui peuvent s'approcher, les frôler, être détruites. On parlera effectivement des TDE possibles, des ruptures d'étoiles. Donc dans le film, on a ce trou noir géant qui est baptisé Gargantua. Il est censé peser 100 millions de fois la masse du Soleil.
C'est pas monstrueux, hein, comme je l'ai dit au début, on a découvert indirectement des trous noirs beaucoup plus massifs que ça. Et d'ailleurs, la première image télescopique de trou noir qui a été prise en 2019, sur laquelle je reviendrai, a traqué un trou noir situé au centre d'une galaxie bien réelle, celle-là qui s'appelle la M87, dont la masse c'est 6 milliards de fois la masse du Soleil. Donc 100 millions de masse solaire, c'est pas monstrueux. C'est plus gros que le trou noir qui est au centre d'une autre galaxie. Il y a un trou noir dans la galaxie qui fait 4 millions de fois la masse du Soleil. Donc ce trou noir est entouré donc, de ce disque de gaz. Alors on voit des déformations spectaculaires. Hein. Dans la vie de tous les jours, dans l'astronomie de tous les jours, si vous observez un objet céleste, un corps céleste entouré d'un disque autour, vous vous dites ça doit ressembler à Saturne avec des anneaux, et puis il y a une partie des anneaux qui est cachée derrière le disque. Enfin, selon l'inclinaison, vous ne voyez pas tout. Et là, curieusement, on a des distorsions d'image. Alors non, en fait, c'est pas curieux. C'est incontournablement les conséquences de la courbure de l'espace et du temps qui va donc déformer les images parce que ça dévie les trajectoires des rayons lumineux. Et ce qui est derrière le trou noir n'est plus caché parce que les rayons lumineux empruntent des chemins tordus pour parvenir à un observateur, quel que soit son angle de vue. Donc il y a des déformations géométriques d'un disque de matière autour d'un trou noir. Déformations que j'avais été effectivement le premier à calculer en 1978. Donc cette partie est correcte dans le film. Donc cette partie sur la distorsion, elle est correcte. Ce qui n'est pas tout à fait correct, et c'est là où c'est amusant avec l'anecdote des échanges avec Gibson, c'est que c'est la luminosité. J'avais montré dans ma simulation de 1978, que j'avais faite avec les moyens de bord de l'époque, IBM à transistor, carte perforée, et j'avais dû même finaliser l'image finale de mon article, qui se voulait une sorte de photographie virtuelle. Je l'avais finalisé à la main, parce qu'à l'époque, on n'avait même pas de logiciel pour transformer en images plausibles les données numériques. Hein. Donc dans mon calcul, j'avais aussi tenu compte des propriétés du disque d'accrétion. C'est un disque de gaz chaud avec une température qui dépend de la distance. Et puis il y a des effets importants, on appelle l'effet Doppler. C'est que le disque de gaz est en rotation rapide autour du trou noir. Et cet effet de la physique très connu, c'est même pas un effet de relativité générale, c'est un effet de physique classique qui s'appelle l'effet Doppler, vous dit que quand vous avez une source de lumière qui se rapproche de vous à grande vitesse, vous avez une amplification de la lumière, au contraire une diminution si ça s'éloigne. C'est l'équivalent sur le plan acoustique des ondes également, une sirène qui devient plus aiguë lorsque la voiture s'approche. Et donc j'avais tenu compte de ce phénomène absolument essentiel parce que les disques d'accrétion tournent très rapidement autour du trou noir et donc il y a une partie forcément qui s'approche de l'observateur lointain à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Donc, il y a de loin, il y a une asymétrie lumineuse énorme. Or, je reçois donc un mail quelques jours avant la sortie du film, dont je n'étais pas du tout d'ailleurs au courant, même si je m'intéressais au cinéma, je n'avais pas regardé à l'époque les sorties prévues. Donc j'ai la surprise de recevoir un courrier électronique de Kip Thorne qui m'écrit, ben voilà Jean-Pierre, il faut que je te dise, je suis conseiller scientifique d'un film qui va sortir bientôt sur les écrans, ça s'appelle Interstellar. Donc j'ai donné à l'équipe des effets spéciaux toutes les équations pour permettre de calculer de façon plausible la distorsion d'image, disque d'accrétion autour de ce trou noir gargantua, et d'une certaine manière il s'est excusé, il me dit tu ne m'en voudras pas mais l'effet Doppler que tu avais mis, qui est essentiel, tu as été le premier là, on n'a pas pu le mettre parce que quand je l'ai montré à Christopher Nolan, le réalisateur et producteur, il lui a dit mais personne ne comprendra rien, donc supprimez cet effet. C'est pour ça que dans l'image elle est très belle, mais la luminosité elle est uniforme des deux côtés. C'était trop compliqué à l'image. Voilà. Ah oui. Peut-être moins esthétique ou. En fait, je pense pas parce que on avait fait des simulations numériques. Après les miennes, j'ai eu une dizaine d'années plus tard, j'ai eu des collaborateurs qui ont commencé avec des moyens plus avancés à faire des simulations numériques, qui donc à nouveau, c'était à nouveau 30 ans avant, hein, mais malgré tout 10 ans après ce que j'avais fait, avec des couleurs, des animations, et avec tous ces effets.
Finalement, personnellement, je trouve que c'est encore plus beau que ce qu'il y a dans Interstellar. Mais enfin, après, c'est un choix de réalisateur. Voilà. Donc, il y a eu cet échange. On a eu plusieurs échanges autour de différents aspects du film. Et finalement, Kipson me racontait, en fait, j'ai essayé d'être le plus plausible possible sur le plan scientifique, parce qu'il y a beaucoup d'autres aspects dont on va peut-être parler, la structure de l'espace-temps au centre d'un trou noir, ce genre de choses, etc. Et donc, il a utilisé un petit peu tout ce qu'on pouvait tirer de la relativité générale et puis d'éventuelles généralisations de la relativité générale, qu'on appelle la théorie des cordes, par exemple, pour rendre le scénario pas complètement absurde. Mais à certains moments, il m'a dit, j'ai vraiment dû tirer les ficelles vraiment au maximum, parce que j'avais des demandes non négociables de la part du producteur pour les besoins du scénario. Il fallait ceci, il fallait cela. Donc, notamment le facteur de dilatation temporelle, dont on parlera probablement de 60 000. Il faut vraiment tirer les paramètres au maximum. C'est pas impossible, mais voilà. Oui, il faut jouer avec les équations pour arriver à attraper le scénario. Donc parfois, on va dire que les équations sont très tirées dans un sens ou dans l'autre, mais on a un fondement scientifique qui est réel. Mais vous parlez de la dilatation temporelle, ça tombe bien, c'est exactement ce dont je voulais parler. Mon image suivante, la voilà. Alors elle est très obscure pour beaucoup de gens. le fameux diagramme d'espace-temps, alors qui explique que finalement le temps va s'écouler plus lentement quand on est en déplacement très rapide, ou également, et c'est ce dont on va parler quand ils s'approchent de ce trou noir, ils vont sur la fameuse planète Miller, qui est tellement proche du trou noir qu'il y a une gravité tellement forte qu'elle ralentit le temps. Et donc ce qu'on se rend compte, c'est qu'une heure sur cette planète-là, avec cette gravité tellement forte, c'est l'équivalent de 7 ans sur la Terre. C'est un facteur donc de 60 000 d'écart, un facteur de dilatation temporelle. Alors il faut voir que, ça paraît aberrant, c'est une conséquence incontournable de la théorie d'Einstein. Et pas seulement la relativité générale, ça commence déjà avec la première relativité, qu'on appelle la relativité restreinte, dans laquelle il n'y a pas de champ de gravitation, mais il y a simplement des vitesses, et les vitesses qui peuvent tendre vers la vitesse de la lumière. Et déjà dans la théorie de la relativité restreinte, qui elle remontait à 1905, il y a des effets, il y a une élasticité de l'espace et du temps. Les intervalles d'espace et les intervalles de temps, quand on les mesure, ils ne sont pas les mêmes lorsqu'on les mesure au repos par rapport à nous, ou en mouvement. Et lorsqu'on a une règle, par exemple, de 1 mètre de longueur au repos par rapport à nous, qui, elle, se déplace avec une vitesse qui va tendre vers la vitesse de la lumière. Quand on va faire des mesures sur la longueur de cette règle, en mouvement, on va s'apercevoir que la règle raccourcit. Pour le temps, c'est l'effet inverse. On va avoir une dilatation temporelle. Alors, c'est pas du tout intuitif, parce que dans la vie de tous les jours, ces effets sont négligeables, parce que nos vitesses sont ridicules par rapport à la vitesse de la lumière. Et le schéma que vous avez montré, c'est un schéma de relativité restreinte, où on est dans un espace-temps qu'on appelle sans gravité, qu'on appelle l'espace-temps de Minkowski, mais on a un triangle, comme ça, et d'un côté du triangle, c'est un observateur qui ne se déplace pas. Et les deux autres côtés, c'est un observateur qui prend une fusée, qui s'en va, et qui revient. Et qui va rejoindre. Voilà. Et simplement, cette longueur-là, elle est bien plus courte que celle-là. Parce qu'on a une structure d'espace-temps très particulière. Voilà, ça a fait l'objet effectivement d'un célèbre paradoxe qu'on appelait le paradoxe des jumeaux de Langevin, où on avait effectivement un couple de jumeaux dont l'un était sédentaire, resté sur Terre, et un jumeau voyageur. Et lorsque le jumeau voyageur revenait au bout de 4 ou 5 ans de son temps à lui, qui s'était vraiment écoulé, son frère jumeau avait 40 ans de plus, parce qu'il y avait ces effets. Alors maintenant, ces effets également se produisent avec les champs de gravitation, c'est-à-dire maintenant on passe dans le cas de la relativité générale, on introduit la gravitation, mais la gravitation finalement, ça fait quoi ? Les champs gravitationnels accélèrent et donc produisent des vitesses qui s'approchent également de la vitesse de la lumière, et notamment justement au parage des trous noirs. Les vitesses naturelles, les vitesses de chute libre, on va se dire, dans les trous noirs, tendent la vitesse de la lumière. Donc on a aussi des effets de dilatation, de distorsion temporelle au voisinage des trous noirs. Alors ces effets-là, que je répète qui sont contre-intuitifs, parce que dans la vie de tous les jours on ne s'en aperçoit pas, on a aujourd'hui des moyens expérimentaux d'une finesse extraordinaire qui ont été capables de mesurer cette distorsion temporelle sur une hauteur simplement de 30 cm.
parce qu'on est capable aujourd'hui de faire des horloges atomiques d'une précision absolument phénoménale. Vous mettez une horloge atomique là et une horloge atomique 30 cm au-dessus, et vous apercevez qu'elle est pas en mouvement, elle est juste dans un champ de gravité qui est très 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 légèrement inférieur au champ de gravité en bas, et malgré ça, vous avez effectivement une différence infinitésimale, millième de milliardième de seconde, mais qui est accessible à nos instruments, qui montre cet effet. Voilà. Donc les pieds vieillissent moins vite que la tête. C'est pour ça qu'on dit, voilà, donc il suffit si on habite dans un immeuble, si on vit aux étages, on vieillit plus lentement que celui au rez-de-chaussée. Bon, évidemment, dans la vie de tous les jours, ces effets sont totalement négligeables. Alors, pour en revenir maintenant au film, donc dans le scénario, les astronautes, les explorateurs sont censés explorer 3 planètes qui sont toutes en orbite autour de Gargantua. Alors ça, c'est un peu particulier parce que normalement, les planètes qu'on appelle extrasolaires, les planètes en orbite autour d'autres étoiles que le Soleil, elles sont en orbite autour des étoiles. Là, pour le besoin du scénario, elles sont en orbite autour de Gargantua. Le film, voilà. Alors la première d'entre elles qu'ils explorent s'appelle la planète Miller. Elle est tout près, comme on le voit dans l'image, effectivement. On voit une petite bille noire là, autour de cette belle structure. On regarde Gargantua avec le disque d'accrétion, avec ses distorsions, etc. Voilà. Mais effectivement, la planète Miller est censée circuler très près de l'horizon des événements de ce trou noir géant. Cela veut dire que donc, si l'on y pose les pieds dessus, on va subir ces effets de dilatation temporelle. Effectivement, c'est ce qui se passe, puisque donc, alors c'est une planète plus ou moins océan, c'est-à-dire elle recouverte d'eau. Ils savent donc qu'ils sont 3 dans l'équipe là à descendre, tandis que le vaisseau principal reste en orbite un peu plus loin. Et ils savent qu'effectivement il va y avoir ce facteur de dilatation de 60 000, et donc voilà, 1 heure passée sur Miller, c'est 7 ans passés sur Terre ou sur le vaisseau spatial suffisamment loin du trou noir pour que les effets de dilatation soient faibles. Et puis après, bon, effectivement, toujours pour les besoins du scénario, ils sont bloqués par une vague dont on aura peut-être également l'occasion de parler. Et au lieu d'y rester 1 heure, il y reste 3 heures. Et donc quand ils reviennent, il y a 23 ans qui se sont passés sur Terre. Donc ils retrouvent le pilote principal du vaisseau qui les a attendus pendant 23 ans. Il a un peu vieilli quand même. Hein. Mais surtout l'une des scènes les plus émouvantes du film, c'est quand effectivement, après l'astronaute Cooper, il communique sur Terre avec sa fille, parce que bon, on l'a pas dit, mais quand il est parti sur Terre, il avait une fille âgée de 11 ans. Qui lui envoie des messages. Etc. Et là, il dévile tous les messages envoyés depuis 23 ans. 3 heures pour lui, 23 ans pour la Terre. Exactement, voilà. Bon. Alors ce facteur de dilatation de 60 000, je répète, il est théoriquement possible, mais en poussant les paramètres au maximum. C'est-à-dire qu'il faudrait que la planète Miller frôle vraiment très, très près la surface du trou noir Gargantua. Il faudrait aussi que le trou noir Gargantua tourne extraordinairement rapidement sur lui-même, à une vitesse extraordinairement proche de la vitesse de la lumière. Ça, même si théoriquement c'est possible, astrophysiquement, il y a des limitations qui empêchent ça. Gibson en était parfaitement conscient, mais je répète, c'était une exigence non négociable du scénario d'avoir effectivement ce décalage spectaculaire de 23 ans. Voilà. Mais donc ça, c'est un cas très intéressant où ça permet quand même effectivement d'expliquer ces principes un peu fondamentaux de la relativité générale, avec il y a distorsion du temps, et puis après il y a la distorsion de l'espace, avec les effets de marée qui interviennent également dans le film. Et donc même si c'est poussé à l'extrême, c'est une façon pédagogiquement intéressante de présenter ces phénomènes. C'est une bonne façon d'introduire les effets de marée, parce que justement ma prochaine image, c'est celle-là. Quand ils sont sur la planète Miller, il y a cette vague. Ah ben oui. Cette vague qui est calculée pour les besoins du film à 1200 mètres à peu près, de haut. Oui. Donc on comprend qu'on est tellement proche du trou noir qu'il y a un effet de marée qui est immense. Est-ce que vous pouvez expliquer? Est-ce que c'est possible, plausible? Alors je répète, dans les forces de marée, c'est quoi? Alors, en fait, c'est un effet de qu'on appelle de gravitation différentielle. Alors on n'a pas besoin de la relativité générale, ça existe dans la physique classique. Ça existe sur Terre. Sur Terre. C'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs les forces de marée, puisque c'est simplement l'influence gravitationnelle que la Lune exerce sur les océans de la Terre qui attire un peu plus les océans du côté de la Lune que la partie opposée, et donc ça fait une petite déformation des océans. Et comme la Terre tourne
sur elle-même 24 heures que la Lune tourne en un mois. On combine tout ça et ça explique donc les marées avec les périodes, marée haute, marée basse à 6 heures et ainsi de suite. Voilà. Alors ça, ce sont des marées qui restent relativement faibles à l'échelle. C'est de la rigolade par rapport à 1200 mètres. Même s'il peut effectivement y avoir des marées importantes à l'échelle humaine, mais évidemment par rapport aux marées qui peuvent être provoquées par des trous noirs, évidemment, c'est tout à fait autre chose. Alors les trous noirs donc engendrent également des forces de marée. Ce qui est intéressant avec les trous noirs, c'est que on se dit les forces de marée engendrées par un trou noir peuvent être totalement destructrices. Mais pas forcément, parce qu'il se trouve que... Alors là aussi, j'étais un pionnier dans l'étude de ces forces de marée engendrées par les trous noirs dans les années 80, dans quelques années qui ont suivi mes premiers travaux sur les simulations numériques, là, de disques d'accrétion. En fait... les petits trous noirs, les trous noirs ordinaires, les trous noirs stellaires, comme je les appelais, qui sont les plus nombreux parce qu'ils se forment par des effondrements gravitationnels d'étoiles, donc il doit y en avoir plusieurs millions dans une galaxie donnée, tandis que les trous noirs géants, en principe, il n'y en a qu'un au centre. Voilà. Les trous noirs stellaires, c'est même pas la peine de songer de s'y approcher un jour parce que les forces de marée agissent à très très grande distance et ils seraient capables de détruire bien avant qu'on puisse s'approcher de l'horizon des événements, de détruire toute structure. Alors, il y a un processus c'est super contre-intuitif, excusez-moi, parce que les petits trous noirs tirent plus fort que les gros. Exactement. Ça, il faut nous expliquer. Oui. C'est d'une certaine manière contre-intuitif. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec toute la physique moderne, qu'il s'agisse de relativité générale, de physique quantique, c'est que tout est contre-intuitif. C'est ça qui est intéressant dans la recherche fondamentale. Voilà. Et donc, il y a un processus qui porte le nom amusant de spaghettification, qui nous dit qu'un objet qui tombe radialement, c'est-à-dire en une directe vers le corps attractif, et notamment vers un trou noir, bien en fait les forces de marée vont l'allonger dans une direction donnée, la direction du mouvement, ils vont finalement le spaghettifier, donc ça se traduit évidemment par une destruction de vaisseaux spatiaux, un étirement. Voilà. Donc ça veut dire que pour un trou noir stellaire, on ne pourrait pas s'approcher à moins de 1000 fois la distance correspondant à la taille du trou noir. Voilà. Okay. Et justement, au contraire, pour le trou noir, plus le trou noir devient gros, plus les effets de marée deviennent doux. Ils se manifesteront toujours, mais cette fois-ci à l'intérieur de l'horizon des événements et pas à l'extérieur. Voilà. Donc pour le trou noir gargantua de 100 millions de masses solaires, les calculs ne sont pas compliqués à faire. On peut avoir des forces de marée non destructrices pour la planète Miller. Donc, ce qui explique qu'elle n'explose pas. Elle reste une planète. Elle reste une planète. En revanche, elles produisent une vague. Simplement, alors ça c'était un petit peu romancé. Un peu plus. La vague, elle est un petit peu haute, surtout pour un océan qui semble ne faire que quelques centimètres de hauteur. Et puis après, mais alors ça c'est un peu plus compliqué à expliquer. Il y a des problèmes de synchronisation. Si vous me prenez un corps en orbite proche d'un autre corps plus massif, au bout d'un certain temps, les périodes de rotation et les périodes de révolution vont se synchroniser. Comme la Terre, la C'est Lune, exactement le cas déjà de la Lune et de la Terre, où la Lune montre toujours la même face à la Terre, parce que sa période de rotation sur elle-même s'est synchronisée avec sa période de révolution. Au début, ce n'était pas comme ça. Voilà. Il y a quelques corps dans le système solaire qui sont synchronisés. Voilà. Et donc, on peut faire un petit calcul. Au bout de combien de temps un corps comme la planète Miller, aussi proche d'un trou noir géant comme Gargantua, elle se synchroniserait. Elle se synchroniserait en une fraction de seconde, simplement. Voilà. Donc la et une fois qu'elle se synchronisée, il ne pourrait pas y avoir de vague qui revient périodiquement. La vague devrait juste être une montagne. Elle devrait être toujours une montagne d'eau, toujours orientée vers le trou noir. Okay, bon, il fallait bien pour le scénario faire une vague qui déferle. Mais il le fallait parce que cette vague leur fait perdre du temps, comme on l'a dit. Exactement. Donc ils mettent 3 heures à remonter, ce qui est équivalent à plus de 20 ans. Et ensuite, ils doivent se séparer. Et on a Cooper qui va aller plonger dans le trou noir. On va en parler juste après, parce que là, il y a énormément de questions, énormément de phénomènes, etc. Et on va voir que là, que le scénario prend des grandes libertés. Plus on avance, plus on va faire des hypothèses extraordinaires. Mais... Et on a, juste avant ça,
le reste de l'équipage, il reste une personne qui doit partir sur une autre planète, parce que les 2 premières planètes qu'ils ont visitées ne sont pas habitables, il en reste une, il faut y aller. Oui. Et donc ils vont se séparer. Donc Cooper, lui, va partir dans le trou noir, mais, et c'est mon image suivante, le vaisseau va utiliser un phénomène que voici, alors là avec une planète, mais ils vont l'utiliser avec le trou noir, qui est finalement l'assistance gravitationnelle. Ça s'appelle l'assistance gravitationnelle, ou le tremplin gravitationnel. Eh bien, en fait, c'est utiliser les champs de gravitation qui peuvent être assimilés à des accélérations. Dès que vous êtes dans un champ de gravitation, vous avez une trajectoire accélérée. Donc, il y a une sorte d'équivalence. D'ailleurs, c'est un des fondements même de la théorie d'Einstein, ça s'appelle le principe d'équivalence. Et l'équivalence entre le champ de gravité et une accélération. Donc, prenons le cas du système solaire. On veut envoyer un vaisseau spatial, explorer Saturne, une comète, etc., etc. Les vitesses possibles, compte tenu de notre technologie, elles sont assez faibles. Il faut juste 11 km,2 par seconde de vitesse de libération pour que le vaisseau échappe à l'attraction terrestre. Et puis si on s'en tient à cette vitesse-là, après, il faudrait un peu trop de temps pour aller, ne serait-ce que du côté de Jupiter, du côté de Saturne. Voilà. Et les lois de la mécanique céleste, sans faire appel encore à la relativité générale, déjà la mécanique newtonienne, ça suffit pour ça, nous disent que si on calcule un parcours un peu plus subtil, au lieu par exemple d'aller directement vers Saturne, on va d'abord aller du côté de Vénus. On va faire le vaisseau spatial, on va lui faire tourner 1 ou 2 fois autour de Vénus. Et le vaisseau spatial va emprunter de l'énergie au champ de gravité de Vénus et il va s'accélérer. Ça s'appelle un tremplin gravitationnel. Voilà. Donc c'est largement utilisé déjà depuis les années 1970 pour voyager dans le système solaire, ce qui permet d'avoir des vitesses aujourd'hui de 60 km par seconde. Okay. Et pas 10 ou 11 comme initialement. Ça reste ridicule par rapport à la vitesse de la lumière, mais déjà, quand même, on utilise la gravitation. Alors maintenant, il y a plusieurs phénomènes. Donc au plus vous allez pomper l'énergie gravitationnelle d'un corps massif et dense, au plus vous allez avoir un gain d'énergie. Et donc on peut se douter qu'avec des objets particulièrement gravitants comme les trous noirs, vous pouvez effectivement pomper beaucoup d'énergie gravitationnelle. Alors il y a quelque chose vraiment de très intéressant à nouveau dans le film, c'est que pour rejoindre la dernière planète, normalement la mission allait échouer, c'est-à-dire ils ont échoué avec la première planète Miller, la deuxième on n'en parle pas, mais elle n'est pas non plus habitable. Il reste une 3e planète et ils se disent, est-ce qu'on a assez d'énergie, parce qu'ils ont déjà pas mal pompé d'énergie, est-ce qu'on a assez d'énergie pour rejoindre cette 3e planète qui est un peu plus loin? Voilà, il faut s'échapper du champ de gravitation de Gargantua. Et là, c'est là où Cooper, c'est là où ils ont eu l'idée d'utiliser une forme extrême de tremplin gravitationnel qui est pomper l'énergie d'un trou noir en rotation. Parce que le trou noir Gargantua, donc, c'est un trou noir en rotation. Un trou noir en rotation a des propriétés particulières sur l'espace-temps qui l'entoure. Il entraîne l'espace-temps dans sa ronde. L'espace-temps lui-même tourne. Et Roger Penrose, qui est l'un des grands esprits scientifiques de notre temps, toujours en activité, prix Nobel de physique, pour avoir justement prédit l'occurrence incontournable de trous noirs dans la nature, avait imaginé un processus dans les années 60, qu'on appelle donc le processus de Penrose, qui consistait en fait à extraire de l'énergie rotationnelle d'un trou noir, en envoyant par exemple un couple de particules dans une trajectoire donnée autour d'un trou noir en rotation, dans une certaine zone particulière qu'on appelle l'ergosphère, enfin peu importe le nom, autour du trou noir en rotation. L'objet se scinde en deux. Il y a un fragment qui tombe dans le trou noir et un autre qui ressort qui va être récupéré. Et quand on fait un calcul sur la trajectoire que l'on peut donner au fragment qui va tomber dans le trou noir selon une orbite rétrograde, c'est-à-dire en sens inverse du sens de rotation du trou noir, le fragment va freiner légèrement le trou noir.
et l'énergie de rotation va être récupérée par le fragment qui sort. Donc on récupère un fragment qui a une énergie supérieure à l'énergie initiale parce que ça a pompé de l'énergie gravitationnelle au trou noir. Et donc sans que ce soit expliqué dans le film parce que ce serait un petit peu trop compliqué, Cooper va utiliser cela parce qu'il comprend que la seule façon pour que le vaisseau s'échappe à l'emprise gravitationnelle de Gargantua, c'est d'utiliser cette chose-là. Et donc, il va se sacrifier avec son module Ranger. Il va effectivement lui plonger, se détacher à un certain moment. Et le seul fait de plonger dans le trou noir, dans une orbite qu'ils ont calculée, va permettre au vaisseau mère d'aller rejoindre la planète lointaine. Ce faisant, Cooper va finalement pouvoir accomplir sa mission initiale qui consistait à aller chercher, alors qu'à un moment il avait voulu abandonner cette mission, qui consistait à aller chercher ce qu'on appelle des données quantiques au fond du trou noir. Alors c'est là qu'on va rentrer dans des choses de plus en plus compliquées. La grosse science-fiction. Voici mon image suivante. Donc en effet Cooper va arriver dans le trou noir et il va trouver... Alors déjà, il va pas se faire spaghettifier, on va en parler, il va survivre à l'arrivée dans le trou noir, il va y aller aussi avec son ami le robot, je sais pas comment il s'appelle, Tars. Donc il y va pas seul, il y va avec son robot, donc ils vont parler entre eux. Heureusement. et donc tous les deux plongent dans le trou noir et Cooper trouve un Tesseract, une espèce d'hypercube, une espèce de dimension spéciale qu'une entité aurait mis là, et il va pouvoir agir sur la gravité à distance. Oui. Waouh. Là, et c'est ce moment du film que le spectateur, moi le premier, on commence à se dire waouh. Là, on est vraiment. Est-ce qu'on est vraiment dans l'imagination du réalisateur ou est-ce qu'il y a encore une base scientifique ? Eh bien, ce qui était extraordinaire, c'est qu'il y a encore une base scientifique. Okay. Voilà. Alors tout d'abord, les tesseracts, c'est juste de la géométrie hyperdimensionnelle. Le tesseract, vous avez dit, c'était un hypercube, c'est-à-dire donc c'est la généralisation de la même façon qu'on généralise le carré à 2 dimensions pour en faire un cube à 3 dimensions. Eh bien, à 4 dimensions, il y a l'hypercube. Et l'hypercube, c'est que alors que le cube normal, il a 6 faces bidimensionnelles, l'hypersurface d'un hypercube, ce sont des cubes. Les cubes dans un cube deviennent des cubes. Ouais. Voilà. Donc il y a un développement de l'hypercube dans une 4e dimension de l'espace. Alors, si on s'en tient maintenant à la relativité, où on couple le temps, cette fois-ci, on est dans un espace-temps pentadimensionnel à l'intérieur du trou noir. Et donc c'est là où effectivement atterrit Cooper sans avoir été déchiré effectivement par des forces de marée gigantesques, etc. Tandis que lui, le robot, il est allé plus près de une forme de singularité, mais pas complètement destructrice, qu'on appelle une singularité douce. Là, c'est affreusement compliqué à expliquer, mais bon. Pour aller chercher des données quantiques pour donner à Cooper, qui va pouvoir les communiquer à la Terre. Alors pourquoi je vais juste vous couper juste avant. Oui. Gardez ce que vous voulez dire. Oui. Parce que juste là, il y a quelque chose qui me saute au cerveau. Cooper est moins loin dans le trou noir que le robot. Oui. Le robot est donc plus proche de la singularité. Et le robot arrive à communiquer avec Cooper via la radio. Donc, quelque chose qui se déplace à la vitesse de la lumière, normalement, qui est capable de remonter le flux du trou noir, qui est censé tout attirer. La lumière ne peut pas sortir d'un trou noir. Donc, comment les ondes radio arrivent à remonter à Cooper ? Non, mais là, ils sont à l'intérieur du trou noir. Ils sont à l'intérieur tous les deux. Oui. Mais il y en a un qui est plus loin que l'autre dans le trou noir. Oui, ils sont dans... Oui. Mais ça m'a semblé fou, moi, qu'ils arrivent à communiquer par radio, genre normal. Bon. J'ai trouvé que c'était une folie, moi, ça m'a gêné. C'est un détail que j'en ai pas parlé dans le film, mais bon, oui. Je vous ai donné une idée de chapitre pour le prochain. oui. De toute façon, il faut effectivement pour le scénario, il fallait qu'il puisse parler. Il fallait effectivement que Cooper récupère ces données quantiques que lui-même ne pouvait pas aller chercher trop près de la singularité. C'est le robot qui l'a fait. Effectivement, après, ils arrivent à communiquer. Ça m'a beaucoup choqué, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette 5e dimension, alors c'est là où effectivement, est-ce que c'est complètement dans la science-fiction d'imaginer qu'à l'intérieur d'un trou noir, il y a une 5e dimension de plus, il y a ce tesseract, etc. C'est une hypothèse théorique qui a été faite dans les années 90 par des physiciens qui s'appellent Randall et Sundrum, dans le cadre de ce qu'on appelle la théorie des cordes. Alors là, on rentre un petit peu dans le truc dur. La théorie des cordes, c'est l'une des théories
d'unification des interactions fondamentales. Vous savez qu'en fait, on a essentiellement deux grandes théories qui décrivent l'univers à deux échelles différentes. On a la théorie d'Einstein qui décrit donc la gravitation plutôt à grande échelle avec la relativité générale. Et puis on a la physique quantique qui décrit les autres interactions fondamentales, l'électromagnétisme et les deux interactions nucléaires. Mais c'est dans des cadres extrêmement différents. Voilà. Les physiciens aimeraient bien unifier ces cadres pour avoir une sorte d'équation ultime, l'équation de tout. On parlera justement du fantôme de l'équation ultime qui arrive tout à la fin du film. Il y a plusieurs approches qui sont suivies. Einstein lui-même avait travaillé là-dessus après son prix Nobel de physique dans les années 1920, qui d'ailleurs n'avait pas obtenu ça pour sa théorie de la relativité générale. Hein. Il avait obtenu le prix Nobel pour d'autres travaux. Après, il était effectivement obsédé par l'idée d'une théorie unitaire. À l'époque, on ne connaissait que la gravitation et l'électromagnétisme. On n'avait pas encore découvert les deux interactions nucléaires. Donc le problème, c'est compliqué par la suite. Mais c'est vrai que c'est une sorte de fantasme de physicien de se dire que ce serait chouette quand même de pouvoir unifier les deux théories. Le problème, c'est que ces deux théories, elles ne sont pas compatibles. Elles marchent très très bien dans leur domaine respectif. Et dès qu'on essaie de les mettre ensemble, ça ne marche pas du tout. Alors on pourrait dire, on se contente de deux théories différentes, sauf que, au fond d'un trou noir, ou dans l'échelle cosmologique, je ne suis pas sûr on aura le temps d'en parler parce que ça sort du film Interstellar, au moment du Big Bang, il y a à la fois la gravitation d'entrée et le très petit, la physique quantique. Donc, si on veut un peu mieux comprendre ces phénomènes étranges, il faudrait effectivement trouver une théorie d'unification. La théorie des cordes, c'est l'une d'entre elles. C'est celle qui a été le plus étudiée. Elle a commencé déjà à la fin des années 60 et 60 ans plus tard. Elle n'a toujours pas abouti. Mais bon, ça a ouvert des quantités d'horizons. Et la théorie des cordes suppose que, en fait, les entités fondamentales de l'espace et du temps sont des petits bouts d'espace minuscules à une dimension, ce qu'on appelle donc des cordes virtuelles, qui vibrent. Et chaque particule élémentaire, c'est décrit comme une corde minuscule qui vibre. Et les modes vibratoires définissent la nature de la particule élémentaire. Au départ, c'était une idée magique, merveilleuse, de tout assimiler l'ensemble de toutes les particules élémentaires sous forme d'entités géométriques vibrantes, un petit peu à la manière de Pythagore, où tout était vibration. Voilà. Le problème, c'est qu'il y avait un prix à payer pour que le scénario commence à devenir à peu près consistant. C'est que ça ne marche pas dans l'espace-temps ordinaire à 3 dimensions d'espace plus une dimension de temps. Il faut rajouter des dimensions supplémentaires. Aujourd'hui, les théories des cordes font appel à des espaces-temps à 10 dimensions, par exemple, 10 ou 11 dimensions. Voilà, la version maximum, c'est 11 dimensions. On appelle ça la théorie des Brane. Voilà. Donc il y a 10 dimensions d'espace et une dimension du temps. S'il y a 10 dimensions d'espace, ça veut dire qu'il y a 7 dimensions supplémentaires par rapport aux dimensions usuelles. Où sont-elles ? On ne le sait pas. Elle peut être extraordinairement petite, il y en a qui peut être infinie. Des scénarios simplifiés, des modèles simplifiés font l'hypothèse d'une dimension supplémentaire. C'est ce qu'on appelle le modèle de Randall-Sundrum. C'est évidemment pas du tout mentionné dans le film, c'est beaucoup trop compliqué pour ça, mais quand on le décode avec effectivement le regard du physicien théoricien que je suis, on comprend que Gibson a utilisé ce modèle de Randall-Sundrum dans lequel il y a une 5e dimension à l'intérieur du trou noir et que l'intérêt de cette 5e dimension de l'espace, c'est que dans cette dimension ne peut se propager que la gravité. Et ok, c'est pour ça. Donc c'est pour ça que la question sur effectivement la propagation de nos ondes radio, ça semble une petite inconsistance. Voilà. Et c'est grâce donc et la gravité qui va pouvoir voyager également dans le temps et dans le passé. Et c'est comme ça que Cooper, récupérant enfin les données quantiques que lui a donné TARS, va pouvoir communiquer par la gravité. Et il y a un extraordinaire bouclage temporel, évidemment, avec le début du film. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut voir le film plusieurs fois. Il faut voir le film. Et forcément, parce qu'au début, quand on le voit qu'une seule fois, on ne comprend pas tous ces bouclages temporels qui avaient dû permettre effectivement à Cooper de transmettre par l'effet de gravitation en bougeant les livres de la bibliothèque, en faisant tout un ensemble de choses, et surtout l'aiguille d'une montre, de communiquer donc les données quantiques à sa fille, qui entre-temps est devenue une grande physicienne, travaillant sur le projet de trouver une équation ultime. Pourquoi chercher une équation ultime au-delà du fantasme théorique des physiciens? C'est pour régler le problème de la Terre moribonde, pour sauver l'humanité.
il faudrait faire décoller des centaines de vaisseaux spatiaux gigantesques plutôt que de choisir une élite Oui, ils veulent sauver tout le monde. Voilà, sauver tout le monde, voilà. Mais pour ça, évidemment, donc il faudrait modifier, il faudrait être capable de maîtriser la gravité terrestre, c'est-à-dire la pesanteur terrestre, hein, qui empêche évidemment les gros vaisseaux de décoller, sauf si on arrive à rendre localement la gravité extrêmement faible, et donc on peut s'envoler comme une plume dans les airs. Eh bien, c'est ce que permet donc effectivement ces données quantiques transmises à la fille de Miller, devenue physicienne. À la fin du film, elle a écrit Eureka, et elle a compris, et c'est comme ça qu'effectivement à la fin du film, l'humanité est sauvée, puisque lorsque Cooper, lui, revient finalement à travers cette 5e dimension, revient chez lui, même si pas mal de temps s'est écoulé sur Terre, eh ben, il voit effectivement des vaisseaux spatiaux en orbite autour de Saturne, qui ont pu, voilà. Donc le projet, la mission finale a réussi. Donc, si je résume, ils sont allés chercher les données quantiques au fond du trou noir, on arrive à adapter un peu les choses, il envoie ça à sa fille via la gravitation, on arrive à adapter un peu les choses scientifiquement, c'est à peu près OK. Sa fille trouve l'équation ultime que tous les chercheurs cherchent depuis des dizaines d'années sans la trouver. Bon, bah, elle la trouve, bon, ok, largeur du scénario, ils décollent, ils s'en vont, ils sauvent l'humanité entière quasiment, génial. Maintenant, il me reste une image. Et celle-là, elle m'embête beaucoup, et je pense qu'elle va vous embêter aussi. C'est celle-ci. Et celle-ci, c'est du pur symbolisme que j'ai trouvé sur Internet. C'est juste pour illustrer les boucles temporelles. Parce que, si je reviens un petit peu dans ce qu'on a dit au début, on a dit que le trou de verre avait été placé par éventuellement des humains du futur, qu'il avait mis là parce qu'ils voulaient que Cooper passe dedans, pour qu'il aille dans le trou noir, et c'est eux-mêmes, ces humains du futur, on ne sait pas, qui ont mis le Tesseract. Bref, ils ont tout planifié dès le début pour sauver l'humanité, parce que c'est les humains du futur, ils sont déjà sauvés. Bref, on a un problème de voyage dans le temps. Bien sûr, ça fait intervenir ces fameuses boucles temporelles avec tous les paradoxes temporels qui sont associés. Alors, c'est une vieille idée, hein, bien antérieure évidemment au film Interstellar. Il y a le fameux roman de René Barjavel qui s'appelle Le Voyageur imprudent, qui illustre effectivement ces paradoxes et qui va être lié à un voyage dans le passé. Le voyage dans le passé implique que si vous voyagez dans le passé, vous pouvez modifier le futur de façon à interdire les conditions qui vous ont permis de voyager dans le passé. Exactement. Hein, dans la nouvelle de Barjavel, c'est quelqu'un qui se retrouve à l'époque napoléonienne, et puis il va tuer par mégarde, je ne sais plus, il va tuer un soldat sans savoir que c'est l'un de ses ancêtres avant qu'il n'ait des enfants. Donc il ne peut plus naître. Donc il ne peut plus naître, donc s'il ne peut plus naître, tu ne peux plus aller le tuer, et ainsi de suite. Donc il y a un paradoxe temporel. Voilà. Alors ça, au départ, c'était de la pure science-fiction. Maintenant, il se trouve que la théorie de la relativité générale, qui pose quand même des conditions particulières sur les voyages spatio-temporels, notamment sur le fait de ne pas pouvoir dépasser la vitesse de la lumière, interdit a priori les boucles temporelles. Dans la théorie de la relativité la plus simple, disons la relativité restreinte sans champ de gravitation, voyager plus vite que la vitesse de la lumière permettrait de remonter le temps. Et donc de violer ce qu'on appelle la causalité. La causalité, c'est ce principe fondamental selon lequel la cause doit précéder l'effet. Le problème, c'est que quand vous introduisez des champs de gravitation, vous avez une courbure supplémentaire de l'espace et du temps qui fait que vous avez des courbes spatio-temporelles qui peuvent être tellement inclinées par la courbure tellement déformée de la courbure de l'espace-temps qu'elles peuvent se reboucler sur elles-mêmes. Et dès lors que vous avez une boucle temporelle, vous avez effectivement un voyage possible dans le passé. Alors il se trouve que l'un des premiers modèles avec des boucles temporelles a été calculé. Je crois que j'en parle pas dans le livre, mais j'ai écrit plusieurs articles techniques là-dessus. A été calculé par un mathématicien de génie qui s'appelait Kurt Gödel dans les années 1940. Où il avait imaginé un modèle d'univers en rotation, et dans cet univers en rotation, il y avait des courbes temporelles fermées et qui créaient des paradoxes. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, Gödel avait fait ça, était un collègue de Einstein à Princeton,
Et Gödel, lui, il était obsédé par le temps. Il était persuadé que le temps n'était pas une vraie variable physique. Et donc il voulait montrer par une forme d'absurdité d'avoir des boucles temporelles fermées, que justement le temps n'avait aucune consistance, n'avait aucune pertinence. Voilà. Alors après, quand la théorie des trous de verre s'est développée, on s'est aperçu que certains trous de verre permettaient également des voyages dans le passé, donc violer la causalité. Alors, que vous dire de plus a priori, on a tendance à privilégier la causalité à l'échelle locale, mais rien ne nous dit à l'échelle globale que la causalité puisse être... Ce n'est jamais qu'un principe, il n'est pas prouvé absolument. C'est un principe qui nous semble être un principe de bon sens. Mais quand vous avez des théories qui prédisent la possibilité de boucles temporelles, vous dites, il faut regarder de plus près. Corrigez-moi si je dis des bêtises, je crois qu'il y a aussi des théories sur les multivers. Oui. Et j'ai cru voir passer des théories également qui expliquent que justement, s'il y a création d'une boucle temporelle qui violerait la causalité, à ce moment-là, la réalité pourrait se scinder et en fait, les deux réalités seraient compatibles dans deux univers finalement parallèles, différents. Je ne sais pas à quel point ces choses sont sérieuses. Oui, alors... Là, ce à quoi vous faites allusion, c'est un type particulier du... C'est vrai, on n'a pas eu le temps encore de parler des multivers. Les multivers sont des hypothèses issues de certaines théories quantiques de la gravitation, dont la théorie des cordes et d'autres théories, qui expliquent qu'en fait, l'univers dont nous parlons pourrait être un cas particulier d'une multitude d'autres univers formés dans d'autres dimensions de l'espace, tout un ensemble de choses, et l'ensemble de tous ces univers très différents les uns des autres, on appelle ça le multivers. Mais en fait, le premier multivers qui a été imaginé scientifiquement est issu juste de la physique quantique. En fait, c'est plutôt, je crois que ce type de multivers auquel vous venez de faire allusion, c'est une interprétation particulière de la physique quantique. Alors ça, on sort du film, mais peu importe. Hein. Oui. Il y a beaucoup de choses. On est arrivé au bout, de toute façon, du scénario. Oui. Vous savez qu'en physique quantique, on considère que tout système quantique, avant qu'on ne fasse une mesure sur lui, c'est une superposition de plusieurs états différents. Et ce n'est qu'au moment de la mesure que, selon l'interprétation standard, qu'on appelle l'interprétation de Copenhague, eh bien, vous sélectionnez un état, l'état que vous allez mesurer, et tous les autres états qui, avant la mesure, étaient superposés, disparaissent. Alors, c'est illustré par le fameux paradoxe du chat de Schrödinger, du nom de Schrödinger, qui était l'un des pères de la physique quantique, et qui justement un petit peu s'interrogeait sur certains paradoxes, notre rapport au réel issu de la physique quantique, et il avait imaginé donc cette chose paradoxale. On enferme un chat dans une boîte qui est équipée d'un système avec une petite fiole de poison, mais qui peut n'être déclenchée que par un processus aléatoire lié à la physique quantique. Et Schrödinger dit que tant que l'on... Alors, on met un drap sur la... on met un drap sur la boîte, voilà, dans lequel est le chat. Et il dit que tant qu'on ne soulève pas le drap, l'état du chat, c'est une superposition de plusieurs états. Voilà. Mais il n'y a que deux états. Soit, vivant ou mort. Voilà, soit la fiole s'est désintégrée ou pas. Et donc, soit le chat, il est vivant ou il est mort. Et donc, Schrödinger nous dit, selon l'interprétation standard de la physique quantique, avant qu'on ne fasse une mesure, le chat, il est à la fois vivant et mort. Ce qui est évidemment complètement paradoxal, parce que le chat n'est pas un processus, n'est pas effectivement un être quantique. Mais pourtant, à l'échelle quantique, si vous prenez à la place d'un chat, vous mettez un proton ou un électron, c'est vrai. Avant que vous fassiez une mesure, c'est une superposition de plusieurs états. Alors, l'interprétation standard, c'est que vous soulevez le drap et voyez le chat. Heureusement, par exemple, il est vivant, disons. Voilà. Alors, ça veut dire que l'état chat mort, il est éliminé. Sauf qu'il y a une autre interprétation qui est totalement compatible, peut-être même plus vraisemblable avec la physique quantique. Ça s'appelle l'interprétation d'Everett, un physicien américain, qui a donné cette interprétation dans les années 50. Il a dit qu'au moment d'une mesure, tous les états subsistent, mais dans d'autres univers. Vous avez des bifurcations d'univers. Voilà.
Donc, pour l'expérience très simple du chat, vous voyez votre chat est vivant, heureusement, mais en fait, il y a un univers qui a bifurqué au moment où vous avez levé le drap dans lequel le chat est mort. Et il en serait ainsi pour tous les événements quantiques, donc une bifurcation, une arborescence absolument fabuleuse d'univers constamment qui bifurque à chaque processus quantique. Tous les états possibles sont possibles et imaginables. Et nous ne mesurons que ce qui se passe dans notre branche d'univers. Et chaque décision qu'on prend peut générer potentiellement un autre univers dans lequel on ne vit pas. Oui, puisque exactement. Nous, on vit dans celui où on a pris la décision qu'on a prise. Ce qui est fou. Ce qui est troublant. Alors je vais revenir un peu en arrière parce que le multivers, c'est trop. Mais restons dans l'univers actuel, l'observable, le visible. Vous avez travaillé sur la forme de l'univers, la topologie de l'univers. Et quand on explique l'univers, et moi le premier, quand je me rappelle, quand j'étais à l'école, quand on est gamin, on nous explique, voilà, c'est infini. Donc déjà, c'est très dur à se représenter, quelque chose d'infini. Et puis aussi, on nous explique un peu, c'est un univers un peu euclidien, plat, une espèce de vague, là, et on pose les étoiles, etc. dessus, et les galaxies. C'est pas du tout ça. Du tout. Où est-ce qu'on en est dans notre vision de l'univers? Est-ce qu'il est fini? Est-ce qu'il est infini? Tout d'abord, il faut bien se rendre compte que c'est l'une des plus vieilles questions de qu'on appelle la cosmologie. Sur l'espace, est-ce qu'il est fini ou est-ce qu'il est infini? Après, il y a aussi la question analogue pour le temps. Est-ce que fini ou infini? C'est-à-dire, est-ce que l'univers est éternel ou pas, hein? C'est ma question suivante. D'accord. Alors, restons sur l'espace pour commencer. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de changements de conception. Au départ, par exemple, dans les premières cosmologies liées à la Grèce antique, à l'Antiquité grecque, il y avait deux écoles. Il y avait l'école finitiste autour de Platon et d'Aristote, l'école qui s'est d'ailleurs imposée au cours des siècles, où on avait un univers fini, centré sur la Terre. Dans certaines variantes, il y avait éventuellement le Soleil, mais surtout, l'important c'était que l'univers tout entier était enclos dans une sphère ultime sur laquelle étaient censées être accrochées les étoiles lointaines, parce qu'à l'époque, on ne savait pas mesurer les distances des étoiles, on pensait qu'elles étaient toutes à la même distance et collées sur une sorte de sphère ultime qui fermait l'univers. Donc on avait un univers fini. Mais le problème, c'est que cet univers fini, il avait un bord, il avait une frontière. Et donc ça suscite tout de suite ce qu'on appelle le paradoxe du bord. Et déjà à l'époque, les philosophes avaient dit, mais alors c'est bien beau là, votre bord, mais si je vais au bord, je tends le bras, je lance une flèche, un javelot, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça agrandit? Est-ce que ça rebondit sur nos parois matérielles, etc., etc. Donc c'était le paradoxe du bord. Et les Grecs ne pouvaient pas répondre à ce paradoxe du bord, donc on s'en est tenu là. Après, il y avait une autre école philosophique grecque qui s'appelait les atomistes, qui, eux, faisaient l'hypothèse d'un espace infini. Donc, il n'y avait plus, effectivement, du paradoxe du bord. Alors, dans les modèles de la cosmologie en Occident, c'est plutôt la conception d'Aristote qui a prévalu jusqu'à à peu près Descartes, jusqu'au XVIIe siècle. Voilà. Avec donc un espace, même chez Copernic, on a également un espace fini avec une frontière. Voilà. Et puis, on commence à poser les questions, les observations de Galilée, on se dit que peut-être que les étoiles ne sont pas toutes à la même distance, etc. On se repose tout un ensemble de questions sur la finitude ou l'infinitude. Là. Et bon, pour faire court, au XVIIe siècle, avec Descartes, puis surtout avec Newton, on passe à l'hypothèse, on passe ce que les épistémologues ont appelé le passage du monde clos à l'univers infini, à l'infinitude de l'espace. Et chez Newton, on a un espace qui est censé être infini, et un temps éternel d'ailleurs. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a énormément de paradoxes qui sont liés à l'infini. Alors parmi les nombreux ouvrages que j'ai publiés, j'en ai un qui s'appelle « De l'infini », qui étudie justement tous les paradoxes liés à la finitude. Donc finalement, avec le fini, avec bord ou avec l'infini, dans les deux cas, on a des paradoxes. Comment les résoudre? J'ai beaucoup pensé à cette question dans les années 90. Ça a été une période que j'ai beaucoup appréciée dans mes recherches, tout en continuant à travailler sur les trous noirs. Mais finalement, la manière d'éliminer ces deux paradoxes, c'est le fini, mais sans bord.
Le fini élimine le paradoxe de l'infini, puis le sans bord élimine. C'est pas du tout intuitif. C'est pas du tout intuitif. Mais il se trouve qu'effectivement, le fini sans bord, ça fait appel à ce qu'on appelle d'une part les géométries non euclidiennes qui ont été élaborées au XIXe siècle. C'est pour ça que les Grecs, ne la connaissant pas, ne pouvaient pas résoudre le paradoxe du bord. Voilà. Et puis également à une discipline qui m'est très chère, qui s'appelle la topologie, qui permet effectivement de construire des modèles plausibles d'espace finis sans avoir de bord. Et ces modèles-là, qui ont été développés, des modèles purement géométriques, qui ont été développés dans la classification des espaces au XXe siècle par des mathématiciens inconnus du public, peuvent être importés parfaitement dans les modèles de la cosmologie moderne, dans les modèles de Big Bang, et sans du tout changer aux lois fondamentales, au modèle standard du Big Bang, avec le Big Bang qui s'est produit à 3,8 milliards d'années, un univers en expansion, avec tant de ceci, de matière noire, etc., etc. Ça ne change rien à l'histoire et à la dynamique de l'univers, mais ça change la perception que l'on a sur la nature et la forme de l'espace à un moment donné. Parce que dans ces univers finis sans bord, dont il existe une infinité de variantes, j'en ai sélectionné quelques-unes, j'avais appelé ça les univers chiffonnés à l'époque pour les besoins de la vulgarisation, on peut bâtir des illusions d'optique, alors des mirages. Alors au lieu d'avoir des mirages un peu gravitationnels comme ceux liés au trou noir, j'ai des mirages globaux où c'est la forme même de l'espace qui va démultiplier les trajets des rayons lumineux entre une source lointaine et nous. C'est-à-dire donc les rayons lumineux émis par une source lointaine, à cause de la forme très particulière de l'espace, peuvent emprunter plusieurs trajets pour nous revenir dans des directions différentes. Et donc on a une démultiplication d'images, un véritable mirage global de nature topologique qui pourrait nous faire croire que l'univers finalement est peut-être plus petit que ce qu'il est en réalité, et donner une illusion de l'infini tout en étant fini. Alors, j'ai utilisé aussi toujours des métaphores pour ces choses, pour expliquer ces choses au grand public, ces choses très compliquées. Par exemple, une pièce entièrement tapissée de miroirs, vous plongez la pièce dans l'obscurité, vous allumez 3 bougies. Vous êtes un impesanteur, vous ne savez pas qu'il y a des miroirs. Et quand vous allumez 3 bougies, vous en voyez des milliers. Et pour s'apercevoir qu'en fait, vous êtes dans une pièce finie, fermée, il faut faire des corrélations entre les images des bougies. Et vous allez apercevoir finalement qu'il n'y a que 3 bougies originales et d'autres, ce ne sont que des copies. Donc ça, c'était un gros travail. J'ai importé des modèles beaucoup plus compliqués, évidemment, que les pièces tapissées de miroirs dans la cosmologie. Et en 2003, notamment, on a fait la une de la revue Nature à la suite de certaines observations d'un satellite américain sur la structure de ce qu'on appelle le rayonnement fossile, c'est la lumière résiduelle du Big Bang, où il y avait des corrélations un petit peu particulières entre différentes directions du ciel où on observait la structure de ce rayonnement fossile. Ça a incité avec ma petite équipe à publier un article un peu sensationnel qui avait fait la une de la revue Nature, où on proposait un modèle d'espace particulier. Fini sans bord, s'appelle l'espace sphérique dodécaédrique de Poincaré, qui créait donc une illusion d'optique, pas gigantesque, mais qui proposait effectivement un modèle d'espace fini sans bord et de taille à peu près comparable à ce qu'on appelle l'univers observable. Parce que dans la cosmologie traditionnelle, normale, il y en a beaucoup qui font, à mon avis, parfois un peu par paresse, l'hypothèse d'un espace infini sans courbure, un espace plat, courbure nulle, et sans topologie particulière, donc infini. Je dis paresse parce que ça simplifie beaucoup les équations. Parce que dès que vous allez mettre de la courbure ou une topologie, ça complique les choses. Voilà. Mais en toute généralité, les équations de la chaîne admettent toutes les topologies possibles et toutes les courbures possibles. Voilà. Donc, dans cette cosmologie un peu trop simplifiée à mon goût, où on considère que l'espace strictement à l'échelle globale n'a aucune courbure, on appelle ça l'espace plat, qui donne d'ailleurs une mauvaise image parce que l'espace plat ça évoque un plan, alors qu'on est quand même à 3 dimensions d'espace plus une dimension du temps, mais enfin bon. Voilà. Et puis donc également infini. Premièrement, on ne le saura jamais. Aucune mesure ne donnera jamais aucune indication sur le caractère infini de l'espace, bien entendu. D'autre part, c'est extrêmement peu plausible sur le plan des probabilités mathématiques, le fait que la courbure soit strictement nulle, avec un nombre de décimales infini, comme ça. On ne voit pas quel processus pourrait amener à une courbure strictement nulle. Alors, les mesures actuelles disent que la courbure globale de l'espace, elle est très faible, elle est proche de 0,
Mais il y a un petit intervalle qui permet aussi bien une courbure légèrement positive ou une courbure légèrement négative. Dès que la courbure est positive, même si elle est à peine positive, l'espace il est automatiquement fermé. Il n'y a plus d'infini possible. Hein. Voilà. Et même si l'espace est plat, ben justement, c'est un travail que j'ai fait avec mes collaborateurs, c'est qu'il y a, figurez-vous que l'espace euclidien ordinaire à 3 dimensions, qui est donc sans courbure, en fait, il y en a 18. Celui dont on parle toujours, c'est le cas le plus simple, le plus particulier, infini dans toutes les directions. Et peut vous faire des variantes topologiques qui présentent exact. Il y a 17 variantes, voilà. Donc des variantes complètement fermées sur elles-mêmes, dont l'une s'appelle l'hypertor. Voilà, et tous ces modèles-là sont a priori compatibles avec la structure de l'espace. Et simplement, chaque structure provoque des mirages particuliers, des mirages topologiques, avec des signatures qui peuvent être trouvées dans la distribution des objets lointains. Et donc c'est un sujet que j'ai contribué à lancer il y a maintenant une vingtaine d'années et sur lesquels on continue à travailler là-dessus. Et franchement, alors on ne sait pas du tout si un jour on aura des signatures topologiques, parce qu'il se pourrait, moi personnellement je le pense, que l'espace est effectivement fini sans bord, mais il pourrait quand même être beaucoup plus grand que la partie dite observable. Et s'il est beaucoup plus grand, on ne trouvera jamais... Vous êtes en train de me dire... De signature, oui. C'est tellement vertigineux que j'ai besoin de reformuler ce que vous me dites. Vous êtes en train de me dire qu'à l'image d'un humain qui serait sur la Terre, qui ne perçoit pas que la Terre est ronde, parce que tout ce qu'il voit c'est plat, parce que la courbure est tellement faible qu'il ne l'aperçoit pas. Bien sûr, oui. L'univers, finalement, c'est la même chose. Et aussi loin qu'on puisse voir avec nos instruments, on ne perçoit pas la courbure ou très peu, mais par le calcul, on est capable d'avoir 18 possibilités de formes d'univers où finalement on en ferait le tour si on continuait tout droit et on reviendrait à la façon de je fais le tour de la Terre et je reviens à mon point de départ. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Presque. Non, parce que d'abord les 18 ne concernent que le cas très particulier de l'espace strictement plat, parce que dès qu'on rajoute un tout petit peu de courbure, ce qui est probablement la réalité, là il y a une infinité carrément de formes. De topologie. De topologie. Et quand il y a une courbure légèrement négative, c'est encore pire. Hein, voilà. Donc en fait, il y a une infinité de possibilités. Alors on a quand même des contraintes expérimentales où on fait des mesures globales de la courbure générale de l'espace. Elle est proche de zéro, mais je répète, il y a toujours un intervalle d'erreur. Et cet intervalle d'erreur permet évidemment soit d'avoir une courbure légèrement positive, ou soit d'avoir une courbure légèrement négative. Et là, déjà, je répète, ça change tout. Le seul fait d'avoir une courbure positive, même si c'est à peine 1/100000 juste de courbure de rien du tout, ça implique automatiquement sur le plan géométrique que l'espace, il est fini. Il n'est pas infini. Hein. L'espace de courbure positive est nécessairement fini. Voilà. Et après, pour les autres espaces, la topologie nous dit qu'il y a des variantes finies et des variantes infinies. Donc c'est pour ça que je reviens sur les 18 dont je parlais, les 18 variantes de l'espace strictement plat, enfin strictement euclidien. Il n'y en a que 5 qui sont complètement finis dans toutes les directions. Il y en a d'autres qui sont équivalentes à des cylindres, par exemple. Pour rendre les choses, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je me les imagine en même temps. Prenez à 2 dimensions. Vous prenez une feuille de papier. Hein, et on la roule. Voilà. Donc, vous supprimez un bord en collant simplement les bords opposés. Vous faites un cylindre. Je peux en faire le tour. Oui, mais sauf que le cylindre, lui, il est de longueur infinie. Donc, vous n'avez éliminé que l'un des deux infinis. Alors après, vous pouvez couper votre cylindre et recoller et c'est là où vous faites ce qu'on appelle le tore plat. C'est l'équivalent d'une surface de chambre à air, mais dont la courbure est partout nulle. Donc, si vous êtes un être bidimensionnel vivant à la surface de ce tore plat, vous faites des mesures locales et vous êtes persuadé de vivre dans le plan euclidien parce que toutes les lois de la géométrie euclidienne sont vérifiées. La somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, par exemple. En revanche, si vous allez en ligne droite, droit devant vous, eh bien, vous faites le tour du tore et vous revenez à votre point de départ, ce qui ne serait pas le cas si vous étiez dans le plan euclidien infini à topologie simple. Voilà. Alors ça, c'est le cas. Et donc juste à 2 dimensions, il y a 5 espaces, 5 topologies différentes d'espaces localement
euclidien. Hein. Il y a le cylindre, il y a le tore, il y a la bouteille de Klein, ce genre de choses. Voilà. Et quand vous passez donc à 3 dimensions, il y en a 18. Et quand vous passez avec de la courbure... Infini. Infini. Alors j'ai une question de profane totale. Tout est sphérique dans l'univers. Pourquoi pas l'univers lui-même? Les trous noirs, les planètes, les étoiles, le système solaire, le nuage d'Oort. Oui, alors sauf que ce qui donne une forme sphérique à beaucoup d'objets célestes, pas tous hein, quand même, hein, beaucoup d'objets célestes, c'est la gravité. Pour des raisons un petit peu de symétrie, la gravité, en tout cas à la Newton, mais ça suffit pour là, la gravité attire les particules vers un centre commun de gravité dans toutes les directions, c'est isotrope, et donc ça tend à rendre les objets sphériques. Hein, voilà, c'est pour ça que les étoiles sont à peu près sphériques, les planètes sont à peu près... Je dis à peu près parce qu'après il y a des mouvements de rotation qui aplatissent ce genre de choses. Voilà. Après, à l'échelle des galaxies, beaucoup de galaxies sont aplaties, elles ne sont pas sphériques, et pourtant elles sont dominées par la gravité. C'est parce que là se rajoute ce qu'on appelle le moment angulaire, qui est une quantité globale de rotation, et quand le moment angulaire est très important, les objets ont tendance à s'aplatir. Voilà. Mais donc je répète, là c'est la gravitation. À l'échelle de l'univers, par quoi la forme globale de l'univers, par quoi c'est gouverné? Est-ce que c'est que la gravitation ou est-ce qu'il y a autre chose? On ne le sait pas. Cela dit, hein, c'est vrai que les premiers modèles d'univers relativiste, le premier a été calculé par Einstein lui-même. Bon, il avait fait l'erreur de penser que l'univers devait être statique, et donc il n'avait pas imaginé que les univers puissent être en expansion, mais il avait déjà supposé que la forme de l'espace était l'hypersphère. Donc l'hypersphère, c'est bel et bien la généralisation avec une dimension de plus de la sphère, la surface d'une sphère à 2 dimensions. C'est bien un espace fini, fermé, avec une courbure positive, partout la même. Et là, on n'a pas besoin de la gravitation pour ça. C'est juste une structure géométrique tout à fait naturelle. Et l'hypersphère, c'est juste la généralisation de cela. Donc sans gravitation, si l'espace dans lequel nous sommes était une hypersphère, là on parle de studio, on prend une fusée, on part en ligne droite, et sans jamais faire demi-tour, un jour, on revient dans le studio. Parce que nous étions dans une hypersphère. Et donc on a voyagé droit devant nous et on a fait, grâce à la courbure de l'espace-temps, on a fait un immense tour de l'espace. Et je répète, la courbure de l'espace-temps global n'est pas forcément engendrée par la gravitation. C'est peut-être la forme naturelle. L'une des formes naturelles. Alors, vous avez parlé de l'expansion de l'espace, l'espace-temps. Du coup... On a zappé les TDE. Ah, on a zappé les TDE. Est-ce qu'on revient sur les TDE ou est-ce qu'on fait Big Bang, Big Crunch, qui est aussi un immense sujet? On n'a pas énormément de temps. Tout dépend du temps. Les gens nous diront dans les commentaires s'ils veulent que vous reveniez. Parce que je pense qu'on pourrait faire 10 épisodes. Ouais. Non, peut-être, parce que là, vu qu'on est vraiment dans la philosophie, un petit peu du monde, hein, vraiment, parce que là, quand on pense à la taille de l'univers, sa forme et la finitude de l'univers, je pense que pour une fin d'épisode, ça peut être bien de... Parlons du temps, parce qu'on a parlé de l'espace, parlons du temps. Oui, il y a l'éternité ou pas du temps. Exactement. Aussi. Voilà. Et tout ça, c'est lié au Big Bang, effectivement. Où va l'univers? Est-ce qu'il s'étend à l'infini? Est-ce qu'il s'étend, il s'arrête, tout refroidit et tout va finir par mourir dans un temps très long? Ou est-ce qu'au contraire, il s'étend et il repart dans un Big Crunch? Alors, deux choses l'une. Hein. Dans le modèle cosmologique dit standard, on est à un certain moment de l'histoire de l'univers. Vous extrapolez dans le passé, vous extrapolez dans le futur. Quand vous extrapolez dans le passé, si vous ne faites pas intervenir les théories, là je reviens effectivement, si vous ne faites pas intervenir des théories de physique, de gravitation quantique qui vont éliminer le Big Bang comme singularité initiale, donc comme début du temps, vous avez un début du temps. Hein, voilà. Sauf si vous l'éliminez, que vous envisagiez des scénarios qu'on appelle des scénarios d'avant Big Bang. C'est des choses qui commencent à se faire depuis une dizaine d'années. Après, il y a le futur de l'univers. Dans la cosmologie standard, le futur de l'univers, il y a grosso modo, il y a 2 futurs possibles. Hein. Soit un futur fini, où l'univers finit par se recontracter sur lui-même après la phase d'expansion dans laquelle nous sommes. Il finit par se recontracter pour lui-même et se termine dans un Big Crunch, donc un univers qui est fini, fermé, à la fois dans l'espace et aussi dans le temps, d'ailleurs, avec un début et une fin. Donc ça, c'est la gravité qui gagne. Pendant longtemps, oui, voilà, d'une certaine façon, c'est la gravité qui gagne. Et pendant un certain temps, ce modèle, en l'absence d'observations astronomiques convaincantes, ce modèle a été privilégié par beaucoup de cosmologistes, pour des raisons souvent philosophiques, esthétiques, ce genre de choses. Voilà. Après, l'autre modèle, pour le futur, c'est une expansion perpétuelle.
Je rappelle que le père de la cosmologie moderne, qui s'appelle Georges Lemaître, privilégiait dès les années 1930 un modèle à expansion perpétuelle, en plus avec une phase d'accélération. Il a été très en avance sur son temps parce que cette phase d'accélération de l'univers, la vitesse d'expansion de l'univers s'accélérerait au cours du temps à partir d'un certain moment. C'est une découverte qui a été proposée par Georges Lemaître en 1930-31 et ce n'a été découvert à la grande surprise générale que dans les années 1990. Et aujourd'hui, on a le modèle, pour l'instant, le modèle standard de la cosmologie suggère que notre univers est en expansion. Il est ouvert dans le futur et que cette expansion s'accélère. Alors pourquoi ça s'accélère ? Pourquoi ça s'accélère ? Parce que, comme vous l'avez dit, intuitivement, la gravité a tendance à freiner, à ramener les choses. Et donc ça veut dire que si ça s'accélère, c'est qu'il y a une forme d'antigravité. Et cette antigravité, ça peut être quoi ? Un champ de force inconnu ou alors un facteur qui avait été introduit à tort par Einstein, qu'il appelait la constante cosmologique, qui a été repris par Georges Lemaître en disant que ça c'est un facteur extrêmement important parce que c'est celui qui va permettre tout un ensemble de choses et notamment d'avoir cette accélération de l'expansion de l'univers. On appelle ça la constante cosmologique. Et certains interprètent cette constante cosmologique ou cette force répulsive comme l'énergie du vide quantique. Alors là, encore, on est au début de toute une aventure extraordinaire. La physique quantique nous dit que lorsque l'on fait le vide, il reste quelque chose, il reste un niveau d'énergie non nul, un niveau d'énergie fondamentale dans lequel on a fait le vide. Et cette énergie peut avoir certaines propriétés répulsives. Donc, certaines hypothèses disent que l'accélération de l'expansion de l'univers, qui est due à une forme d'énergie que, faute de mieux, on a appelée l'énergie noire, dark energy, son origine physique, l'une de ses explications physiques pourrait être que c'est l'énergie du vide quantique. Mais il y a des alternatives. Il y a des observations qui viennent d'être sorties, qui doivent être affinées et confirmées, qui suggèrent que l'énergie noire, responsable de l'accélération, n'est peut-être pas constante au cours du temps. Donc ce ne serait pas la constante cosmologique. Ce qui laisse la possibilité d'un futur à nouveau de retour à un Big Crunch. C'est-à-dire qu'une possibilité, alors ce sont des modèles théoriques qu'on appelle, au lieu d'avoir l'énergie de vide quantique, on appelle ça des champs de quintessence, la cinquième essence, une force inconnue, nouvelle, voilà, mais qu'on peut toujours supposer dans les équations, qui varierait au cours du temps. Et actuellement, elle le dominerait, mais elle pourrait rediminuer dans le futur. Et si elle rediminue, la matière l'emporte à nouveau, la gravité l'emporte à nouveau. Et on pourra avoir un infléchissement, donc avoir une évolution de l'univers initialement ralentie, parce que la matière domine, la gravité domine. Ensuite, l'énergie noire domine, donc ça se met à accélérer. Et si cette énergie noire ne reste pas constante, à nouveau, elle peut rediminuer et la matière l'emporte. Et on finirait par retrouver un Big Crunch. Mais de façon plus complexe. Au lieu d'avoir juste une arche, comme ça avait été imaginé initialement, on aurait des choses plus subtiles. Ouais. Et alors, la mort de l'univers, le Big Crunch, me fait mal au cœur. Il y a une théorie, dites-moi si... La théorie du rebond. Oui. Où l'univers va finalement tout se recontracte comme avant le Big Bang. Pendant le Big Bang, je ne sais pas, vous allez expliquer ça beaucoup mieux que moi, la matière est extrêmement dense et ça repart dans l'autre sens. Oui. Voire même on revit la même vie. Les particules se réorganisent de la même façon. Alors ça, c'est la théorie du rebond qui a été imaginée d'abord dans le contexte de la relativité standard, par un petit peu les pères de la cosmologie relativiste, Alexandre Friedman, Georges Lemaître, ils appelaient ça les univers phénix. Puis finalement, ils avaient montré que ça ne marchait pas vraiment. Mais dans les théories nouvelles, encore en construction de gravitation quantique, notamment l'une d'entre elles que j'aime beaucoup, que je préfère la théorie des cordes, qui s'appelle la gravité quantique à boucle, il y a l'idée qu'en fait, la vraie structure de l'espace, c'est pas une structure continue, c'est une structure discrétisée avec des grains élémentaires d'espace et des grains élémentaires de temps, l'équivalent d'atomes d'espace et d'atomes de temps. Les atomes d'espace seraient donc très petits, mais pas infiniment petits. Très petits, on appelle ça
l'échelle de Planck, donc c'est très petit, 10 puissance moins 33 cm, etc. Et ça veut dire que si vous avez par exemple soit les fondements gravitationnels pour former un trou noir, ou soit à rebours dans le temps, en remontant en arrière dans le passé, l'univers qui va converger vers le Big Bang, bien, au lieu justement de s'écraser dans une singularité infiniment petite, qui je le répète pour les physiciens c'est quand même une absurdité, eh bien ça rebondit sur ce grain élémentaire, parce qu'il ne peut pas y avoir de distance infiniment petite, c'est incompatible avec la physique quantique, etc. Voilà. Et donc il y a ce rebond sur l'équivalent du grain d'espace. Voilà. Et donc, ce qu'il y a, c'est que dans ce rebond-là, c'est la physique quantique prime sur tout le reste. Donc, en fait, les cartes sont rebattues. Donc, vous n'êtes pas dans le joli fantasme de l'éternel retour, où les choses se reproduisent à l'identique. On a une nouvelle chance, alors on peut faire autre chose. C'est plus intéressant, finalement, parce que si toutes les choses doivent se reproduire à l'identique éternellement, c'est pas marrant. Tandis que là, effectivement... Alors, on a aujourd'hui des scénarios d'univers qui passent par des phases donc d'expansion, de contraction et de rebond. Et dans chaque rebond, les lois de la physique quantique redistribuent les cartes. C'est-à-dire les cartes, c'est les paramètres fondamentaux, les constantes fondamentales de la physique. Et à chaque nouvelle ère, vous avez des univers très très différents. Et c'est vrai que quand on considère l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui, bon, ok, d'accord, il est adapté à l'apparition de la vie, puisque nous sommes là pour en parler, mais quand on examine les vraies conditions physiques nécessaires, les valeurs des constantes fondamentales de la physique pour permettre l'émergence, ne serait-ce que d'une bactérie, ça implique des conditions absolument très, très précises. Certains on appelle ça le fine-tuning, l'ajustement fin de paramètres. Après, on peut avoir beaucoup de dérives philosophiques, métaphysiques, voire théologique sur cet ajustement fin de paramètres. Donc ça soulève beaucoup de questions passionnantes, mais très discutables. Et donc voilà, on peut se poser la question. Alors, dans ces scénarios où il y a ces univers perpétuellement en rebond, en fait, toutes les configurations possibles et imaginables finissent par se produire de façon aléatoire grâce aux lois de la physique quantique dans ces moments particuliers de rebond. C'est vertigineux. Le mot de la fin, puisqu'on aura fait un épisode déjà très dense, j'aime bien souvent poser la question aux gens qui, comme vous, sont très spécialisés dans un domaine. Si parmi les gens qui nous regardent, on a un jeune qui s'intéresse à tous ces sujets, qui se dit tiens, moi aussi j'aimerais bien être astrophysicien, j'aimerais bien être chercheur, j'aimerais bien me lancer dans la science, qu'est-ce que vous lui diriez avec le recul que vous avez comme conseil? Qu'est-ce que vous oui, c'est vrai, on le demande constamment, je reçois constamment. Donc c'est plutôt sympa de voir encore qu'il y a, alors qu'à une époque où on sait que la plupart des études scientifiques sont un petit peu délaissées chez les jeunes, c'est vrai que les sciences de l'univers exercent un pouvoir de fascination particulier pour plusieurs raisons. Alors la science-fiction joue un rôle intéressant là-dedans. Des films comme Interstellar, justement, encouragent beaucoup, peut-être peuvent susciter des vocations. Moi, j'ai la chance qu'à travers mes nombreux livres de vulgarisation que j'ai écrits, et notamment le premier livre en français sur les trous noirs de vulgarisation que j'ai écrit en 1987, je sais qu'il a suscité plusieurs vocations, parce que j'ai aujourd'hui des jeunes astrophysiciens qui viennent me voir, qui m'ont dit que c'est grâce à la lecture de ce livre, ils ont décidé de suivre ça, donc c'est la meilleure récompense que je puisse avoir de mes livres-là. Et donc, il faut... alors, simplement, effectivement, c'est un métier absolument extraordinaire et passionnant, mais avec un parcours du combattant tout à fait, de plus en plus complexe et de plus en plus difficile. Donc il y a des filières particulières. Il faut un engagement total, une passion totale pour les choses comme ça. Voilà, donc évidemment, ça passe par des études de très haut niveau, de mathématiques, de physique fondamentale, etc. Voilà. Mais pour moi aussi, mais ça c'est un petit peu le reflet peut-être pas le reflet général de toutes les personnes, de tous les professionnels dans la discipline. Moi, dans mon cas particulier, j'ai pratiqué très tôt d'autres disciplines. Avant de devenir astrophysicien, moi, je fais des études de mathématiques, mais en dehors de mathématiques, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était l'écriture, c'était la musique, c'était la peinture, c'était la poésie, etc. Et moi, j'ai toujours pensé que dans ce métier-là, ce qui est fascinant, c'est la créativité. Imaginer des modèles. Alors on a un outil, les mathématiques, après il faut arriver à maîtriser plus ou moins l'outil, et après on a des idées comme ça. Les idées, si on arrive à les mettre en forme grâce à notre outil mathématique, on a
un terrain extraordinairement fertile pour l'imagination. Et finalement, les grands bouleversements dans l'histoire de la physique, ça vient d'esprits particulièrement imaginatifs. Finalement, tout part de notre imaginaire et on arrive à le mettre en forme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de corrélations aussi entre la création artistique et la création scientifique, même si ça n'emprunte pas tout à fait les mêmes chemins. Mais au départ, on part d'un fond d'imaginaire. On a des images, des archétypes, des images mentales particulières dues à quantité de choses, peut-être à notre éducation, à notre culture, à des lectures, ce genre de choses. Et si on arrive à mettre en forme ces choses-là, bien on arrive à des belles... Donc voilà, faire de la recherche scientifique dans ces domaines-là, vous voyez que à un moment c'est vertigineux. C'est un métier finalement différent que les autres métiers tout aussi essentiels du physicien expérimental qui a un appareil de mesure, qui va faire des mesures. C'est absolument essentiel également, bien entendu, mais c'est pas tout à fait le même métier. Alors le métier de la physique fondamentale, ça consiste effectivement à élaborer, à toujours creuser toujours plus loin le mystère du monde. Je ne sais pas si un jour le mystère du monde, contrairement à ce que certains optimistes pensent, sera complètement résolu. Et ce ne sera certainement pas l'intelligence artificielle qui résoudra le mystère du monde. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc je ne peux qu'encourager les jeunes qui veulent se lancer dans cette aventure, même si je les préviens que cette aventure, ça va être un long parcours difficile. Je vous remercie beaucoup, je remercie également les gens qui nous regardent. Je vous rappelle qu'on est disponible tous les dimanches à 18h un nouvel épisode, qu'on est partout sur les plateformes de podcast et sur YouTube. Si vous avez des questions pour Jean-Pierre Luminet, je sais qu'il va y en avoir beaucoup, je sais qu'il va y en avoir énormément. Je les lirai avec attention pour préparer la suite et peut-être qui sait qu'un jour on fera un deuxième épisode. Jean-Pierre Luminet, merci. Avec plaisir, merci.